Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une émission spéciale sur la place de la femme au Moyen-Âge et nous allons recevoir Michèle Bubnisek qui est docteur en histoire, archiviste, paléographe, directrice de l'École nationale des chartes depuis 2016 après y avoir présenté en 1994 une thèse d'établissement sur Yolande de Flandre. Elle a également été directrice du département d'histoire de l'Université de Franche-Comté. Ses principaux axes de recherche sont concentrés sur l'histoire des femmes au Moyen-Âge et leurs relations avec les pouvoirs, mais aussi sur l'histoire politique sous le premier duc de Valois-Bourgogne, Philippe le Hardi. Et je sais que vous connaissez ce nom. Elle a également publié en 2014 Meurtre au donjon, l'affaire Huguette de Sainte-Croix, dans lequel elle rouvre le cas, et ce qui va permettre une enquête au sein de la noblesse bourguignonne et leur rapport à l'autorité et à la justice. Voilà. Et puis pour petit rappel, on a déjà fait un reportage sur l'école des chartes il n'y a pas très longtemps sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo, ça vous donnera un peu une idée de l'école dans laquelle officie Michèle. Michèle, bonsoir. Bonsoir Benjamin, bonsoir Nota Bene. Merci d'accepter cet entretien ce soir avec nous sur la place de la femme au Moyen-Âge, un très vaste sujet. Très vaste sujet, oui, tout à fait. Alors au Moyen-Âge, c'est vrai qu'on parle là d'une très longue période. Je vais peut-être commencer par quelques bornes chronologiques. C'est vrai que oui. on pourra pas tout aborder ce soir, mais j'essaierai quand même de donner des exemples relatifs à l'entièreté de la période, si j'ose dire, puisque donc 1000 ans d'histoire tout de même entre la fin du 5e siècle et la fin du 15e siècle, donc 476 à 1500 sont les bornes classiques du Moyen-Âge. J'essaierai aussi de ne pas me cantonner au terrain, je dirais, franco-français, parce que c'est toujours intéressant d'avoir, même si mes exemples seront tirés la plupart du temps, effectivement, de cas qui sont faciles à rapprocher de villes, de terrains qu'on connaît un peu, d'avoir des points de comparaison avec d'autres aires géographiques, mais qui seront quand même cantonné à ce qu'on appelle actuellement l'Europe occidentale ou l'Occident chrétien, puisque on a vraiment une unité religieuse culturelle, en particulier sous le contrôle de l'évêque de Rome, du pape, contrôle qui garantit donc à cette chrétienté latine une véritable unité culturelle, voire politique, et qui permet donc de scruter la condition des femmes, leur statut sur des terrains, à peu près équivalents. Voilà, je crois qu'il est important déjà de préciser cela du point de vue donc des bornes chronologiques et temporelles. Ensuite, donc 1000 ans d'histoire, c'est vrai que on a coutume de diviser le Moyen-Âge en 3 parties. C'est assez pratique, c'est vrai. Donc de 476 du début de la période à l'an 1000, c'est ce qu'on appelle le Haut Moyen-Âge, les périodes hautes. Et effectivement, cette première phase est intéressante parce qu'on assiste véritablement à la naissance du Moyen-Âge occidental, grâce à une symbiose entre le modèle finalement romain, le modèle aussi né des royaumes germaniques qui se sont installés sur les décombres de l'ancien empire romain d'Occident. Donc tout ça prend, la mayonnaise prend, si j'ose dire. Et donc on a des modèles qui se cherchent, y compris en matière de statut des femmes. On va y revenir. Je vous dirai quelques mots à tous tout à l'heure de la question du rapt, de l'enlèvement des filles, qui est quand même une tradition germanique intéressante et qui se normalise peu à peu pendant cette première période. Et puis ensuite, nous avons donc sur les 500 ans restants 2 périodes. On pourra aborder ce qu'on appelle le plus beau Moyen-Âge, le Moyen-Âge central, qui est une période d'essor économique, social, politique, de prospérité aussi, de croissance démographique. Et évidemment, et pour les femmes aussi, ça constitue tout de même une période de nette amélioration de leurs conditions, en lien aussi avec une emprise de plus en plus forte de l'Église sur la société, des révolutions, majeures comme l'instauration du mariage chrétien, qui est donc instaure l'union matrimoniale, donc le mariage tel qu'on le connaît aujourd'hui, c'est-à-dire
unique, indissoluble, hein, et avec consentement mutuel des épouses, qui est un vrai progrès, on y reviendra, pour les femmes de cette période. Et puis, la période s'achève sur 2 derniers siècles, les 14e et les 15e siècles, qui sont des siècles un petit peu plus difficiles au niveau donc de l'Occident, puisque c'est une période plus troublée alors on est toujours en période épidémique, hein, la période de la peste noire et de ses récurrences, période de guerre aussi interne ou à travers l'Europe. Je pense évidemment à la guerre de 100 ans qui n'a pas seulement mis aux prises l'Angleterre et la France, mais aussi les puissances voisines qui se sont évidemment mêlées aussi du conflit, hein, conflit aussi à éclipse, et puis une période aussi de repli économique, de crise démographique, tout ça faisant de ces 2 siècles des siècles un petit peu plus difficiles que les précédents. Voilà. Donc évidemment, c'est sûr que parler des femmes sur l'ensemble de cette période, c'est très différent, hein, selon qu'on se situe au Moyen-Âge, à l'époque carolingienne, ou plutôt à la fin de la période, à la veille de la Renaissance. Oui, clairement, il y a une évolution, heureusement. Il y a une évolution sur 1000 ans d'histoire, évidemment. Voilà. Donc c'est vrai que c'est un vaste sujet. On va essayer d'en aborder certains points, et puis je suis tout à fait prête à revenir sur une thématique plus précise. Oui. Tu me réinvites. Voilà. Tout de go d'emblée. Déjà, une question peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, comment est-ce que toi t'en es venu à travailler sur les femmes au Moyen-Âge ? Ah oui, bonne question. Alors je cherchais, c'était la première manière dont j'ai abordé le sujet, en fait, était dans le cadre d'une thèse d'école des Chartes, puisque dans la scolarité à l'école des Chartes pour le diplôme d'archispéléographe, en fait, on a ce bonheur de pouvoir choisir un sujet de thèse en complète liberté, sans cadre imposé, sans thématique imposée. Moi, je savais que je voulais pas faire d'histoire religieuse, par exemple. J'étais assez attirée déjà par l'histoire politique. J'étais attirée aussi par des personnages un petit peu hors normes, avec des réputations pas forcément, des légendes. Le côté légende noire, c'était quelque chose qui me fascinait. Et pour justement donc combiner l'approche légende noire, personnage un petit peu hors norme, et puis approche du politique, donc je me suis intéressée donc à une comtesse du XIVe siècle qui s'appelle Yolande de Flandre, qui était comtesse de Bar, dame de Cassel, hein, donc seigneuresse de Cassel en Flandre-Maritime, et qui présentait l'intérêt. C'est comme ça d'ailleurs que le sujet m'a un peu harponné, c'est le sujet qui m'a harponné, le personnage. En fait, elle avait laissé derrière elle une légende assez sulfureuse, aussi bien à l'époque de son existence mouvementée, qu'ensuite au XIXe siècle, lorsque le dossier avait été, si j'ose dire, déterré par des savants érudits qui justement aimaient bien reprendre les sources à la lumière de dossiers un petit peu croustillants. Donc cette double, réputation, pas franchement, assez, la réputation à la fois d'une forte femme, mais plutôt une femme à problème, une femme, à mauvaise réputation. Ça m'a attirée. Et j'avais quand même compris, pour ce que j'en avais lu, qu'elle avait eu des phases vraiment d'exercice de gouvernement, de pouvoir. Donc ça combinait un petit peu toute cette envie que j'avais de travailler sur l'histoire du pouvoir, mais d'une manière neuve, donc à travers un personnage féminin, c'était un petit peu neuf. Il fallait se poser, et c'est là on était début des années 90, la question de savoir s'il existait un pouvoir politique au féminin. Hein, c'était vraiment une question qu'on pouvait se poser, qui n'était pas vraiment traitée à l'époque. Parce que l'histoire des femmes, ça me donne l'occasion de le dire, hein, était encore assez débutante en France. Hein. L'histoire des femmes, c'est une discipline, si j'ose dire, une thématique qui est née assez tardivement, à la faveur en fait de la révolution sexuelle et du féminisme, hein, dans les années 70. D'abord dans les pays anglo-saxons, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, un peu plus tardivement en France. À partir des années 80, 90, avec des grands noms comme ceux de Georges Duby ou d'Emmanuel Leroy-Ladurie ou encore de Christiane Clapiche-Zuber. Donc en fait, on s'est
on a commencé à s'intéresser à ces femmes pour elles-mêmes, et pas seulement en tant que grandes figures. Pendant très longtemps, alors la mode des biographies, en revanche, c'est beaucoup plus ancien. Les grandes figures, les figures haut placées dans la hiérarchie sociale, ça a toujours intéressé, en particulier au XIXe siècle. Mais l'histoire des femmes, je dirais toutes catégories sociales confondues, et puis sur des rôles peut-être moins attendus, effectivement, ça débute assez tardivement, donc dans les années 70-80, enfin à la façon de l'histoire dont on l'a fait à l'époque, c'est-à-dire une nouvelle histoire, une histoire, je dirais, globale, qui est plus seulement attachée à l'histoire des événements politiques, mais qui s'intéresse à la matérialité, qui s'intéresse à l'économique, qui s'intéresse à l'image. Voilà. Donc on a une nouvelle façon de faire l'histoire, et les femmes rentrent en fait dans ce mouvement-là. Et je crois que un des ouvrages majeurs, je vous mettrai une petite bibliographie ensuite quand l'émission sera disponible en ligne, mais l'histoire des femmes en Occident, qui est une synthèse dirigée en plusieurs tomes par Georges Duby et Michel Perrault, fait encore autorité aujourd'hui. C'est un très très bel ouvrage et qui paraît au début de la décennie 1990. Le tome 2 étant consacré au Moyen-Âge, plus précisément. Voilà, il y a l'Antiquité, il y a le Moyen-Âge et l'époque moderne, et il y a l'époque contemporaine. Voilà, mais c'est vrai que du coup, donc au début des années 90, moi quand je me suis posé la question de mon sujet, c'était encore, vous voyez, le tout début de ces questionnements-là, et il n'y avait pas grand-chose, il faut bien le dire, à part les biographies historiques de grands noms, comme Blanche de Castille ou comme Aliénor d'Aquitaine, voilà, dont on considérait le parcours d'une manière globale. Il n'y avait pas grand-chose sur le rapport des femmes au pouvoir, les conditions qui permettaient éventuellement d'exercer l'autorité. On pourra en reparler, parce que c'est un de mes grands thèmes, évidemment, de recherche. Et à travers cet exemple de Yolande de Flandre, je me suis posé ces questions-là. Voilà, comment est-ce qu'on arrive au pouvoir? Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des obstacles? Est-ce que le droit aide à cela? Est-ce que c'est un frein? Voilà, et puis comment c'est vécu ensuite par les contemporains? Et voilà, quels sont les obstacles à traverser? C'était assez passionnant. Puis j'ai eu la chance avec ce personnage d'avoir des sources incroyables, parce que comme elle a eu plusieurs terrains d'action, en tant qu'héritière, en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant que régente, partout elle a laissé des archives. Donc mon bonheur, ça a été d'avoir, on va reparler si vous voulez bien un petit peu de la question des sources, même si je veux pas être trop technique, mais quand même c'est important, parce qu'un historien ne fait pas de l'histoire sans source, ou sinon. Puis école des chartes, je veux dire. Voilà, école des chartes quand même, voilà. Donc voilà, le bonheur, c'était ça, c'était se dire, bon, d'abord j'ai des idées, j'ai envie de creuser ces pistes-là, mais est-ce que j'ai des sources? Et puis là, en fait, le danger, c'était plutôt d'en avoir trop, et d'arriver à les maîtriser. Et un des meilleurs conseils que mon directeur de recherche de l'époque, c'était Michel Paris, décédé il y a peu de temps du Covid, paix à son âme, m'avait donné, c'était Michel, cantonnez-vous bien à la sphère politique, parce qu'il y a tellement de sources, il ne faut pas vous y perdre. Je crois que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'ait donné. Voilà, de ne pas vouloir tout traiter, de ne pas vouloir traiter, je sais pas, Yolande et l'économie, les finances, le luxe, enfin voilà, de partir dans tous azimuts. Tellement les sources étaient vastes. Et effectivement, je me suis, si j'ose dire, cantonnée, mais il y avait déjà pas mal à faire à cette question de l'exercice du pouvoir, et ça a été un bonheur en fait de recherche, bien sûr. C'est spécifique à une période où justement à cette femme, ou est-ce qu'on a un petit peu moins de sources quand on remonte dans le temps? Parce que spontanément, enfin, souvent on entend dans des émissions, oui, mais en fait, si on parle pas beaucoup des femmes, c'est parce que il n'y avait pas grand-chose sur elles. Alors du coup, ça explique pourquoi on n'en parle pas. Alors c'est à la fois vrai et faux. Alors je dirais qu'il faut revenir aussi sur la question de la temporalité, de où on se situe au Moyen-Âge. Moi, j'avais la chance de travailler sur un personnage du XIVe siècle, et c'est vrai que d'une manière globale, il est quand même beaucoup plus facile de travailler sur des thématiques touchant au milieu et surtout à la fin de la période par rapport à la première moitié qui est celle du Haut Moyen-Âge. Les sources sont quand même beaucoup moins abondantes.
Elles sont relativement connues. Je dirais que là, il y a encore sans doute des découvertes à faire, mais moins que sur le milieu et la fin de la période où, en revanche, là, avis aux amateurs, hein, les services d'archives et les bibliothèques patrimoniales sont pleines de fonds qui attendent leur historienne, leur historien. C'est ce que je disais, je dis volontiers aux jeunes chercheurs, à ceux qui ont envie de faire de la recherche, c'est que même sur des périodes comme le Moyen-Âge, des périodes fort anciennes et éloignées de la nôtre, tout n'a pas été écrit, vu, lu, déchiffré. Donc il y a plein de ça, je vais vraiment insister là-dessus, plein de découvertes à faire encore dans ces archives, dans ces manuscrits-là. Il faut vraiment en être conscient. Et plus on va en fait dans le temps, hein, c'est vrai en particulier pour le Moyen-Âge, plus les sources sont abondantes. Alors évidemment, attention, hein, il faut nuancer entre un historien du contemporain aujourd'hui qui travaille sur le 20e ou le 19e siècle et puis un historien de la fin de la période médiévale, ça n'a rien à voir en volume, hein. Mais on a quand même suffisamment à faire. Il y a déjà des archives qui sont sérielles. Par exemple, je pense à la comptabilité, hein, on peut très vite s'y perdre. On a des registres par dizaines. Ça peut occuper quelqu'un toute une existence, voire plusieurs, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Donc c'est vrai qu'il vaut mieux travailler plutôt sur la fin de la période. Ensuite, alors il faut savoir de quelles sources on parle. Et là, j'aimerais aussi apporter une petite précision. Traditionnellement, quand on est historien, on fait la différence entre des sources dites littéraires et ce qu'on appelle les archives, hein. Donc, c'est deux choses très, très différentes. Les sources littéraires du type chronique, récit d'auteur, évidemment, il va y avoir un parti pris éditorial, une volonté, je dirais, politique de faire passer des messages. Et ces sources littéraires, elles sont, pour la période médiévale, essentiellement masculines. Ça, j'aimerais insister là-dessus. Pourquoi ? Parce que, là encore, il faut nuancer selon les périodes, mais quand même, grosso modo, jusqu'au milieu de la période, c'est l'Église qui détient le savoir livresque, hein, la pratique de l'écrit, pour évidemment les besoins de la religion, mais aussi les besoins du pouvoir. Hein. Pendant très longtemps, les puissants gouvernent grâce aux clercs. Hein. Voir émerger des conseillers laïcs, c'est assez tardif, hein, les conseillers laïcs, les conseillers qui sont plus des religieux. Il faut attendre vraiment je dirais les 12e, surtout 13e siècle pour les voir arriver et s'imposer véritablement auprès des puissants. Donc ça vous donne une idée de la puissance, hein, de cette société qui est dominée par l'Église, y compris dans les moyens de pouvoir, dans la pratique de l'écrit. Et on voit heureusement les choses se nuancer un peu à partir de l'émergence de l'État monarchique. Voilà, les conseillers sont plus seulement des religieux, mais aussi des laïcs, mais tout de même. Et donc cette maîtrise qui est celle des clercs et de l'Église de l'écrit, elle va avoir une incidence sur l'histoire des femmes, parce que pour ce qui est des sources littéraires, eh bien on a des auteurs qui sont, donc étant clairs, très misogynes. C'est assez, ça paraît évident, mais il faut quand même le rappeler, ça va mieux en le disant. Pourquoi ? À partir du moment où on a quand même donc une religion dominante qui est le christianisme, qui interdit l'accès, je dirais, aux femmes, hein, pour les clercs. Il faut pas oublier que, donc, à partir de la réforme grégorienne, c'est-à-dire le XIe siècle, les années 1000, hein, et ensuite, l'Église réaffirme, impose en fait le célibat, le refus du concubinage et le célibat à tous les clercs, je dirais des degrés les plus inférieurs aux plus puissants, c'est-à-dire évidemment les évêques, le pape, on n'en parle évidemment même pas. Donc ce célibat des clercs qui est imposé à réaffirmé lors de différents conciles, en particulier les conciles de Latran, eh bien il ne pousse pas, on a une totale, je dirais, séparation de la formation. Les jeunes gens qui se destinent à l'Église très tôt, ils sont séparés des femmes dans les couvents, formés intellectuellement. On leur apprend à se méfier des femmes puisqu'il ne faut pas y avoir accès, hein, c'est logique. Donc dans la manière de décrire effectivement ces femmes, on va avoir une écriture très 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 misogyne. On va décrire la femme de manière méfiante, en se basant évidemment sur les textes bibliques, sur certains passages du Nouveau Testament, et ensuite sur l'interprétation qu'en font donc les pères de l'Église, hein, les grands théologiens fondateurs, je dirais, de la religion chrétienne. C'est cette pensée-là
qui est très prégnante, qui imprègne véritablement la société et qui avec des affirmations qui peuvent nous paraître évidemment assez choquantes aujourd'hui. Alors aussi bien à la fin de la période antique, où on voit le christianisme s'imposer, que dans les premiers temps du Moyen Âge chrétien. Je pense à des auteurs. Là on est encore dans l'Antiquité tardive, mais Tertullien, qui évidemment avec la figure d'Ève. Ève, c'est, comme dit Tertullien, la porte du diable. Alors, c'est évidemment l'allusion au fameux récit de la Genèse, la tentation dans le jardin d'Éden, l'arbre de la connaissance, la pomme qu'Ève va donner à manger à son mari, et qui donc chasse le couple du jardin du paradis et fait naître la souffrance, la mort, le travail, puisque effectivement, en ayant voulu s'élever au niveau de Dieu, eh bien l'homme devient mortel et s'expose à sa condition d'homme, c'est-à-dire souffrance et tentation jusqu'à la mort. Voilà, donc c'est l'Ève tentatrice qu'on représente d'ailleurs souvent en iconographie, sous la forme, le serpent de la tentation a une figure de femme. Je trouve que c'est assez amusant parce que il y a vraiment une assimilation de la tentation voilà. C'est pas l'homme qui est coupable, c'est la femme. Saint Ambroise de Milan le dit d'ailleurs. Je crois que j'ai plus trop la citation exacte en tête, mais en fait, la faute est venue par Ève pour Adam et pas l'inverse. Bon, voilà. Donc tout ça, pour revenir vraiment à la base, bien sûr, de la théologie de l'époque, ça, évidemment, ça pousse pas les clercs à voir en les femmes forcément en avoir une vision très très positive, même si j'y reviendrai petit à petit tout de même. Des figures de sainteté, le culte aussi de Marie, mère du Christ, amène à nuancer quand même très fortement à partir du XIIe siècle cette position-là, puisque évidemment on va avoir des grands saints qui célèbrent, qui donnent en modèle aux femmes de leur époque cette figure de Marie qui est la mère par excellence. Évidemment ça nuance les choses, et puis il y a aussi des figures progressives de sainteté féminines qui sont, on y reviendra, éventuellement offertes en modèle aux femmes. Donc on nuance, mais disons que il faut quand même garder à l'esprit que l'écriture donc littéraire étant aux mains des hommes, elle est assez souvent assez négative vis-à-vis des femmes. Il faut attendre assez tardivement au Moyen-Âge pour avoir une écriture féminine laïque. Je pense évidemment à une grande auteure qui était Christine de Pisan, qui vit au tournant des XIVe et XVe siècles, qui était la fille d'un immigré italien, si j'ose dire, de l'époque, puisque son père était italien, Thomas Pisano, médecin et astrologue du roi Charles V. C'est comme ça qu'elle était donc en France, qu'elle a fait sa carrière en France, arrivée avec son père. Enfin, je veux dire, son père est arrivé en France au service du roi, et elle-même s'est mariée en France. Elle a une carrière de femme de lettres, laïque, extrêmement importante, étant demeurée veuve assez jeune, avec des enfants à charge. Il a fallu qu'elle vive, qu'elle travaille pour vivre, et après avoir copié des manuscrits, c'était une tâche qui était volontiers féminine. On reviendra sur les travaux des femmes et les types de métiers. Mais après, elle s'est lancée, je dirais, elle a pas seulement copié les travaux des autres, elle en a composé elle-même. Et c'était à la fois, capable de traiter de politique, de philosophie, de théologie, de morale. Et son œuvre est très impressionnante. On est loin des clichés auxquels on peut s'attendre sur la femme au Moyen-Âge. Ah oui, tout à fait. La Christine de Pisan, c'est vraiment la femme seule, avec enfants, qui travaille pour faire vivre la maisonnée. Enfin, ça force l'admiration. C'est un portrait très moderne. Et puis, le premier féminisme aussi. Je sais que c'est pas forcément une opinion partagée par tous, parce que d'aucuns vous diront, voilà, est-ce qu'on pouvait être féministe déjà au Moyen-Âge? Est-ce qu'on pouvait même en avoir? Si, on a quand même des affirmations de Christine de Pisan qui sont, je trouve, très, très explicites. Là encore, on pourra y revenir. Mais elle-même commence, il y a un de ses ouvrages en disant finalement,
je dois reconnaître que parfois, j'ai regretté d'être née dans un corps de femme. Voilà, parce qu'en fait, étant consciente de l'ensemble des limites que ça imposait finalement à une intelligence, à une indépendance, à une liberté. Et c'est vraiment, Christine de Pizan, c'est vraiment le champion des femmes, toutes catégories sociales confondues, ce qui était aussi assez méritoire de sa part dans des sociétés qui sont quand même très très normées socialement, très 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 divisées, chacun à sa place. Il faut pas modifier l'ordre social. Christine, elle écrit aussi bien pour des princesses, pour des reines, que pour des bourgeoises, que pour des femmes issues de la paysannerie, parce qu'elle a vraiment à cœur de défendre en fait le sort, je dirais, global de ses consoeurs. Et leur honneur, comme elle le dit, rétablir l'honneur des femmes. C'est un peu le but qu'elle s'est fixé. Voilà, donc ça c'est pour les sources littéraires. Et puis à côté, il y a les sources qu'on appelle les archives, donc les sources ou de la pratique. C'est en fait tout ce qu'on produit, nous en tant qu'individus, au Moyen-Âge comme aujourd'hui, dans l'exercice de nos fonctions professionnelles ou de notre activité privée, personnelle, donc la correspondance, un acte notarié quand on achète un bien, voilà. Donc ça, c'est le volet source de la pratique. Et là encore, plus on avance dans la période médiévale, évidemment, plus on conserve ce type d'actes. Pendant très longtemps, on les a pas forcément conservés, ils sont rares. À partir il y a une invasion de l'écrit, une conservation des traces à partir du Moyen-Âge central, et puis à partir du moment aussi où les langues vernaculaires dont le français s'impose, et à la fin de la période, c'est invasif. Donc on a des registres notariés par dizaines, on a de la correspondance, même si il faut nuancer, la correspondance privée, c'est encore assez rare au Moyen-Âge. C'est vraiment une rareté. Moi, par exemple, pour le XIVe siècle, je peux compter les lettres conservées de Yolande de Flandre, des lettres où elle parle de la pluie, du beau temps, de sa parentèle, des maladies. Enfin, elle exprime, voyez, vraiment des sentiments et un quotidien sur les doigts des deux mains. J'en ai très très peu. Il y a très peu, en fait. Au XVe siècle, ça devient un petit peu plus inflationniste. C'est surtout à l'époque moderne qu'on a beaucoup de correspondances. Au Moyen-Âge, ça reste encore assez peu conservé, et la pratique est moins fréquente aussi, sans doute, même s'il y a des destructions. Donc voilà. Donc c'est vrai que sur cette base des sources de la pratique, est-ce qu'on peut faire l'histoire de toutes les femmes ou des femmes en général? Parce que c'est vrai que j'ai quelque chose que j'ai pas dit non plus. En fait, de quel type de femmes on peut faire l'histoire, Ça, c'est aussi une question qui est quand même assez débattue chez les spécialistes. J'ai dit tout à l'heure que on avait eu tendance pendant longtemps à privilégier les biographies de grands personnages, y compris féminins, parce qu'il y a des sources, bien sûr. Et d'aucuns encore aujourd'hui vont vous dire, bah oui, finalement, on peut faire l'histoire de ces personnages uniquement parce qu'il y a des sources. Pour les autres, il y en a pas. Il faut quand même nuancer. C'est vrai qu'il y en a plus. C'était plus facile pour moi de travailler sur Yolande de Flandre, qui est quand même un très haut personnage, apparenté au roi de France, aux princes les plus importants du temps. Voilà, c'était plus facile parce qu'il y avait beaucoup de sources, mais et ça aurait été moins facile sur une femme de la moyenne et de la petite noblesse. Plus on descend dans l'échelle sociale, moins il y a des sources conservées. Et ça, j'ai pu m'en apercevoir quand j'ai travaillé, par exemple, sur Huguette de Sainte-Croix pour le livre que tu as eu la gentillesse de citer tout à l'heure, Un meurtre au donjon. Eh bien, là, j'étais dans un terrain social, je dirais, inférieur en niveau de hiérarchie. Et c'est vrai que cherchant ensuite à tracer les destins de comparses petits nobles, et là, j'avais vraiment beaucoup moins de sources et c'était beaucoup plus compliqué. Il y avait des choses, mais c'était beaucoup moins compliqué. Alors après, ça ne veut pas dire qu'on puisse pas faire l'histoire des autres, des femmes qui ne sont pas nobles, des religieuses, mais surtout des femmes du tiers état, le troisième état de la société, puisque, je pense que tout le monde sait, mais se rappelle, parce que ça, c'est quand même des choses qu'on sait, que nos professeurs dès, je crois, l'enseignement primaire, secondaire nous disent, c'est qu'à juste titre, c'est que la société médiévale, elle est tripartite. Il y a une hiérarchie, il y a ceux qui sont les plus proches de Dieu, parce que l'important, c'est le salut dans une société croyante, très croyante. Donc, les plus proches de Dieu, premier état, ce sont les clercs, évidemment, l'Église. Juste après, on a
ceux qui protègent l'Église, et je dirais l'ensemble, qui versent l'impôt du sang, les nobles. Et puis ensuite, on a tous ceux qui ne sont, c'est pas forcément dépréciatif, mais ni du premier corps, ni du deuxième. Et donc, le tiers état, le troisième état, c'est-à-dire tous ceux qui, eh bien, ne prient, dont la tâche n'est ni de prier, ni d'assister, ni de guérir, parce qu'en fait, on verra quels sont à peu près les compartimentages, ni de guerroyer, mais de travailler, donc au champ, en ville, dans le commerce, etc. Chacun ayant des privilèges, hein, puisque chaque ordre ayant ces privilèges-là, notamment celui, par exemple, de pouvoir faire fortune grâce au commerce. À partir du moment où le commerce va devenir une affaire, si j'ose dire, avec les grandes fortunes marchandes, hein, à partir des 11e, 12e siècles, c'est clair que bien des nobles étaient envieux, hein, des fortunes acquises grâce au commerce, mais non accessibles, puisque ne relevant pas de leur catégorie sociale. D'ailleurs, il y a eu des femmes qui ont pu se mettre au commerce. Tout à fait. J'avais bien aimé Les Piliers de la Terre de Ken Follett. Et dedans, il y a un personnage justement féminin qui est très indépendante et qui fait fortune via le commerce. On a des exemples comme ça de femmes qui... Alors, on a des exemples. Alors, c'est vrai que concernant les métiers, en fait, les femmes sont plutôt... les femmes travaillent, hein, au Moyen-Âge. Elles ne sont pas du tout écartées de la sphère publique du travail, même si l'Église et je dirais les mœurs ont tendance à les cantonner à la vie familiale, hein, donc à la maisonnée, alors à l'espace clos, hein, qui est soit celui du monastère, soit celui de la maison. Mais le fait est quand même que, surtout à partir de la période d'expansion économique de l'Occident, hein, évidemment, les hommes ont besoin des femmes pour travailler. On a quand même, ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu faire une petite analyse à la grosse, évidemment, parce que tout ça, ce sont des estimations, mais qu'entre 30 et 50% des maîtres artisans n'avaient pas forcément besoin de compagnons, c'est-à-dire d'un adjoint, hein, dans leur atelier, parce que ils travaillaient en famille avec l'épouse, voire avec le fils et la fille, et donc c'est quand même énorme, hein, 30 à 50%, c'est 1 sur 2 artisans qui travaillent avec son épouse. Et la preuve, c'est qu'ensuite, voilà, au décès éventuel du mari, c'est la femme qui reprend l'atelier. Voilà, donc ça c'est assez courant. Mais ceci dit, les femmes sont, au-delà de cet aspect général, assez spécialisées dans des domaines précis qui sont le textile, le luxe, l'alimentation et le commerce de détail. Et c'est vrai que le grand commerce, c'est quand même une exception, même si on a. Par exemple, on connaît au XIIIe siècle une certaine Mabilia qui faisait le commerce du drap entre l'Allemagne et la Sicile. Mais c'est quand même des personnages un peu exceptionnels. Le quotidien, c'est plutôt le commerce du détail qui est lié en fait à la production de l'atelier d'artisans. Le commerce au long cours, c'est moins, mais il y a effectivement, ce sont des figures quand même qui existent, ou des marchands notamment. Alors surtout dans l'Empire et au nord de l'Europe, effectivement, et puis cette exception en Italie aussi quelques-unes. Mais voilà, on a quand même des femmes qui sont plutôt dans les ateliers d'artisans et dans le commerce, je dirais, de proximité, hein, même si ça peut exister. Oui, il y a quelques exemples. Et avant de rentrer peut-être dans le concret justement de la place de la femme au Moyen-Âge, c'est vrai que quand on regarde de loin, on peut identifier un peu 3 archétypes de la femme au Moyen-Âge. Alors on parle des princesses, souvent d'ailleurs, qui est une image très répandue dans la pop culture. On a forcément la religieuse, et puis dès qu'on a une femme indépendante, c'est un peu la sorcière qu'on met de côté. Pourquoi est-ce qu'il y a une réduction à ces 3 archétypes-là, et à partir de quel moment peut-être il y a eu une bascule et finalement le rôle de la femme a été reconnu pour autre chose que ces 3 archétypes-là? Alors je pense qu'il faut revenir à nouveau vers le fond très très religieux, hein, de la société que j'évoquais, et au destin finalement que l'Église fixe au départ aux femmes. Finalement, on a l'idéal dans une société très croyante et chrétienne, hein, telle que l'est la société occidentale. À la limite, c'est d'être le plus proche de Dieu. L'idéal, ça serait que tout le monde soit en religion. C'est pas possible, mais c'est un petit peu ça. C'est la raison pour laquelle l'Église est le premier état de la société.
Et de la même manière, en fait, on voit bien que en particulier les pères de l'Église, proposent des modèles qui sont hiérarchisés. En fait, l'idéal pour une femme, ça serait de garder sa virginité, de se consacrer à Dieu. Bon, voilà, donc d'entrer en religion. Mais il y a quand même des impératifs, je dirais, sociaux. Donc, le deuxième état, c'est le mariage, qui est quand même nécessaire pour la procréation, hein, comme disait saint Augustin. Un premier but du mariage, c'est prolesse, c'est l'enfant, c'est la procréation. Voilà. Il résumait le mariage en disant, c'était intéressant, proles fides sacramentum, hein, donc proles descendance, fides la foi, donc la fidélité entre époux, et sacramentum, le sacrement de mariage, j'y reviendrai. Voilà, le sacrement que se donnent en fait les époux entre eux, le consentement en fait. Hein, voilà. Oui, il y a une manière d'arriver à la sainteté au sein du mariage. Hein, donc, mais c'est quand même le rôle qui, je dirais, traditionnel assigné aux femmes, hein, dans cette société traditionnelle du Moyen-Âge comme dans d'autres sociétés. Et puis, effectivement, il y a quand même des moments où on peut échapper, je dirais, à cette dichotomie. Donc, soit on rentre en religion, finalement, soit on est épouse, la bonne épouse qui élève les enfants, qui est dévouée à son mari, qui effectivement exerce, est honnête, ne regarde pas autour, sort très peu de chez elle. Voilà. Alors c'est effectivement, il y a des poches quand même, où on échappe à cela. Donc c'est effectivement le travail. Hein, j'ai pu qui contribue à faire sortir l'épouse de son rôle familial, qui est quand même un rôle clos. Hein, donc tout ça, c'est de la clôture finalement, qu'on parle des femmes en religion ou des femmes dans la maisonnée au sein du mariage. On a tendance à les voir et à les assigner à des espaces clos, hein, donc qui sont c'est déjà le cas dans l'Antiquité, mais au Moyen-Âge, c'est aussi un petit peu la tentation. Et il y a deux manières d'en sortir. C'est effectivement, à partir du moment où on a cette expansion économique, le rôle du travail, notamment pour les femmes du tiers-état. Et puis, certains statuts aussi, donc ça, d'ailleurs, c'est pas exclusif l'un de l'autre, notamment pour comment on arrive éventuellement à s'émanciper de cette sphère, je dirais, domestique. C'est d'une part le travail qui plus est, je dirais, quand on est veuve. Hein, donc ça me donne l'occasion de mentionner quand même, même si voilà, c'est effectivement au détriment de l'union conjugale et du mari décédé. Le veuvage est un espace de liberté. C'est vrai, parce que ça permet par exemple à l'épouse de devenir complètement maître de l'atelier d'artisan et ou à une femme noble de récupérer ses biens, d'administrer ceux de son mari au nom des héritiers, et donc d'avoir un rôle, je dirais, politique et administratif certain. Hein, donc, alors, le veuvage est une poche de liberté, mais en même temps, il faut pas non plus généraliser. C'est aussi une situation de fragilité. J'aimerais insister aussi là-dessus, parce que dans cette société traditionnelle, je vais revenir sur le statut de la femme. La femme, en fait, elle doit être accompagnée. Hein, elle doit avoir un protecteur. C'est d'abord son père, ensuite c'est son mari. Lorsqu'elle est veuve, il y a le risque, effectivement, c'est la liberté, c'est l'indépendance, mais d'être agressée. Sans protecteur, il n'est pas simple de rester veuve, libre, indépendante dans cette société médiévale. Là, on en a de très multiples exemples, et quelle que soit la catégorie sociale, même si évidemment pour les femmes des classes, je dirais, plus modestes, c'est encore plus compliqué, hein, bien sûr. Mais même chez les fortunées, chez les puissantes, une femme seule, c'est une femme potentiellement proie. Et parfois, en fait, la veuve n'a d'autre choix, justement, pour demeurer tranquille, que de prendre un nouveau mari. Hein, c'est pas évident. Alors, au bout d'un certain temps, évidemment, comme elle est plus en capacité de donner une descendance, elle devient moins intéressante, et là, le veuvage devient vraiment un gage de liberté. Mais tant qu'elle est relativement jeune, qu'elle est fortunée et qu'elle est en capacité d'assurer la descendance, de rester seule est très compliqué. Voilà, parce que les femmes sont véritablement une proie convoitée, effectivement, pour le rang, pour la fortune personnelle, pour une descendance souhaitée.
Donc voilà. Donc, mais ça, c'est vrai que c'est un peu une constante je dirais de l'ensemble de la période. Et les périodes de crise, de guerre, évidemment, favorisent cette fragilité liée au veuvage. Je pense à la période de la guerre de 100 ans. Qui défait les fortunes, certaines fortunes, on perd certaines ruines, où là vraiment on voit bien que se refaire sa fortune en captant une riche héritière, c'est parfois extrêmement souhaitable et souhaité. Et donc il faut faire attention. Voilà, une femme seule est en danger, si j'ose dire. Voilà. Donc ça, c'est la notion, je dirais, de protecteur est très importante au Moyen Âge, un petit peu déjà comme dans l'Antiquité tardive. On passe de la tutelle du mari, du père à celle du mari. Et on voit très très bien que, d'ailleurs, les hommes qui font leur testament en laissant derrière eux une jeune femme et des héritiers le prévoient, parce qu'il est assez rare dans les testaments qu'un homme, je pense à la catégorie nobiliaire, laisse sa femme seule, si j'ose dire, à bord, avec les enfants à gérer, la principauté. Il prévoit généralement un entourage masculin, des cousins, un oncle, pour aider, ne serait-ce que par le conseil. On prend le biais du conseil, mais voilà, il y a cette idée qu'il faut vraiment être protégé, il faut continuer à être protégé pour pouvoir exercer une autorité quelle qu'elle soit. Il y en a de nombreux exemples. Alors, ça n'empêche pas des femmes de caractère de s'émanciper tout de même, et de repousser les protecteurs qui sont pourtant, dont le nom est noir sur blanc couché sur le testament du mari. Yolande de Flandre, c'est un bon exemple. Notamment en 1344, elle avait que 18 ans et le testament de son mari ne l'avantageait pas du tout. Ça l'a pas empêché de prendre le pouvoir et de se battre pour le conserver au nom de ses deux fils mineurs et de régenter la principauté qui était la leur. On a l'impression que la place de la femme, du coup, au Moyen-Âge, c'est une place de transmission, finalement. Et ça passe par le mariage, tu l'as dit tout à l'heure. Comment est-ce que ça a évolué justement durant le Moyen-Âge? Tout à l'heure, tu nous disais qu'il y avait une évolution quand même entre les Mérovingiens et finalement la fin du Moyen-Âge. Comment est-ce que ça a évolué justement? Est-ce que cette place elle s'est renforcée? Est-ce qu'elle s'est affaiblie en fonction des périodes? Alors oui, c'est très très. On peut peut-être revenir d'ailleurs sur la question du mariage tout bêtement, enfin si j'ose dire. Enfin c'est pas Oui. Pas du tout d'ailleurs. Voilà, avec que j'évoquais un peu en introduction, avec l'instauration en fait du mariage sacrement, selon la doctrine canonique du mariage. C'est ce qu'on appelle la doctrine canonique du mariage. En fait, c'est la situation qu'on connaît encore aujourd'hui en version laïque, en fait. C'est ça qui, je trouve assez frappant quand on va à la mairie, qu'on assiste à un mariage civil. En fait, on a une formule qui est pas si différente de l'échange des consentements tel qu'on pouvait l'avoir évidemment dans un cadre autre, qui est bénédiction effectivement par un prêtre, le cadre de l'Église. Mais les engagements sont, je dirais, à peu près les mêmes. Il y a une persistance très, très importante à travers les siècles de cette promesse que se font l'un à l'autre les époux. Et pourquoi est-ce que c'est un progrès, le mariage sacrement, donc imposé au XIIe siècle? Parce que j'ai cité tout à l'heure, en fait, la façon dont le Moyen-Âge se construit en Occident avec donc une sorte de mélange, d'agrégation d'une tradition à la fois antique, qui reste quand même assez, qui imprègne la société, et puis des traditions dites barbares, des peuplades germaniques, et en particulier des traditions qui sont pas forcément. Alors ça dépend. Il y a chez les Visigoths, il y avait des conditions assez favorables. Je pourrais y revenir. Donc au sein du couple, mais par exemple une tradition comme celle du rapt. On enlève son épouse en fait pour la contraindre la parenté de la femme au mariage avec pas mal de violence. C'était quand même pas une tradition des plus formidables, en tout cas pour les femmes elles-mêmes. Et ça, en fait, voilà, on enlevait donc une femme éventuellement fortunée. Une fois qu'on avait profité de la fortune, qu'on s'en était lassé, on la répudiait. On prenait une autre, voire plusieurs en même temps. Et ça, époque chrétienne ou pas, dans les premiers temps du Moyen-Âge, ça n'y faisait rien. Je prends volontiers l'exemple de Charlemagne et de sa cour, où
vraiment, on change d'épouse et de compagne comme de chemise, si j'ose dire, et ça répudie à tout va. Hein. Donc, il y avait une espèce d'instabilité, pourtant dans des systèmes qui étaient déjà tout de même imprégnés de religion, de christianisme, puisque dès le 7e siècle, on considère que l'ensemble des campagnes occidentales sont largement christianisées. Donc, tout ça pour dire qu'avant le XIIe siècle, finalement, avant l'instauration de ce mariage chrétien, avec indissoluble, unique et avec consentement, je dirais, des deux époux, pas seulement l'homme mais aussi la femme, eh bien c'était quand même, pour les femmes, l'union conjugale était très fragile, et il y avait toujours le risque de se faire chasser, répudier, de devoir vivre des situations finalement de polygamie de l'époux de facto. Le mariage chrétien, ça met fin à ça. C'est-à-dire que l'Église va employer tous ses moyens pour sécuriser finalement le couple et puis la descendance issue du couple. Et le premier que ça sécurise, évidemment, la première, si j'ose dire, c'est cette femme qui, une fois qu'elle est épousée, eh bien, ne se laisse pas faire si jamais, il y a des cas, on verra, assez célèbres, où l'époux va essayer de trouver des prétextes pour faire annuler le mariage, se débarrasser de son épouse et en épouser une autre. On pourra prendre par exemple l'exemple des différents mariages de Philippe Auguste avec ça, c'est une des grandes énigmes de l'histoire médiévale. J'y reviendrai volontiers, mais c'est vrai que ce mariage chrétien, ce sacrement de mariage, ce mariage indissoluble, c'est pour les femmes véritablement un progrès. Parce qu'en fait, c'est une union dite indissoluble. Seule la mort sépare les époux. Alors, les époux peuvent ne pas s'entendre. L'Église peut décréter éventuellement à un moment donné une séparation de corps, voire de biens également, si jamais l'homme est vraiment trop violent avec sa femme et ses enfants et on met l'épouse en sécurité. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on n'est plus marié. Il faut attendre le décès de l'un des conjoints pour mettre fin à l'union. Donc ça, c'est vraiment pour les femmes une garantie. Et de ce point de vue-là, voilà, ça tempère un petit peu effectivement le côté un peu misogyne que j'ai pu décrire tout à l'heure de Claire, je dirais volontiers misogyne dans les descriptions qui se font des femmes. Alors bien sûr, ça a un impératif d'ordre social, puisque il est tout à l'avantage, je dirais, de l'Église qui veille, je dirais, à l'ordre social, que les couples soient stables, que les familles ne volent pas en éclats. Et c'est cette stabilité, finalement, de la société qui est encouragée à travers cette doctrine du mariage. Mais j'insiste, là encore, on a ce qui est... Donc, le mariage sacrement, c'est pas l'Église qui le donne, ce sont les époux qui se le donnent. C'est-à-dire que, en fait, un mariage, il pourrait... à la limite se conclure, je dirais, en secret, sauf que sans témoin, il n'y a pas de preuve. Donc, en fait, pourquoi l'Église va exiger ce qu'elle appelle une union in facie ecclésiae, à la face de l'Église, tout simplement pour des raisons de publicité, pour évoquer justement ce qu'elle veut éviter, par exemple la bigamie, de se marier deux fois, ou les mariages clandestins qui se feraient contre l'avis des familles, qui était quand même aussi un danger éventuel. Donc le sacrement de mariage, les époux se le donnent l'un à l'autre. Le consentement, il est non seulement celui de l'épouse, mais celui de l'époux. Et puis, l'union est donc le consentement est échangé par les époux en présence d'un prêtre qui bénit l'union. Mais c'est pas j'insiste, c'est pas l'Église qui donne le sacrement, ce sont les époux qui se le donnent l'un à l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai progrès, cette instauration du mariage, du sacrement de mariage, à partir du XIIe siècle, comme étant vraiment obligé. Deux questions. Avant ça, les femmes répudiées, qu'est-ce qu'elles devenaient ? Et la deuxième question, est-ce que le fait d'instaurer ce consentement face à l'Église, ça donne plus de pouvoir, en tout cas, ça donne un peu plus de possibilité à la femme de choisir son mari, ou est-ce que c'est totalement illusoire, ça ? Alors, que deviennent alors les femmes répudiées ? Eh bien, elles retournent généralement dans leur famille, avec pas forcément d'ailleurs les biens, puisque souvent, une des raisons de la répudiation, c'est qu'on garde souvent la fortune, on la dilapide, et puis on trouve
une héritière éventuellement plus fortunée ou plus jeune que la précédente. Donc, on retourne généralement l'épouse répudiée retourne dans sa famille sans. C'est pas forcément un triomphe, mais bon, comme la société l'autorise, ce sont des choses assez courantes. C'est vraiment toutes situations qui sont plus possibles à partir du XIIe siècle. Je prendrai peut-être, je vais revenir ensuite sur la deuxième partie de ta question, l'exemple du deuxième mariage de Philippe Auguste, donc qui était roi de France entre 1180 et 1223. Veuve de sa première épouse, il avait eu qu'un héritier mâle, et c'est vrai qu'à cette période-là, avoir juste un héritier pour la couronne, il valait mieux en avoir plusieurs. Donc il était jeune, il avait l'idée de se remarier avec une femme jeune aussi, qui soit capable de lui donner d'autres héritiers mâles, d'autres garçons. Et donc il jette son dévolu en 193 sur Ingeburg de Danemark, qui est donc la fille du roi de Danemark. Apparemment une très très jolie fille. Donc il avait hâte de se marier, il se marie. Le lendemain de la nuit de noces, catastrophe, il en veut plus. Donc, il annonce mais le mariage est, je dirais, effectif et consommé. Donc, manque de chance. Dans la doctrine canonique du mariage, eh bien, le dégoût, je dirais, éventuel de l'époux le lendemain de l'union n'est pas un critère pour rompre cette union. On ne sait pas ce qui s'est passé. Les historiens se répandent en hypothèses. Est-ce que, je ne sais pas, répulsion pendant la nuit de noces, je ne sais pas, sort jeté au mari. Enfin, toutes les hypothèses ont été livrées sur cette énigme. Avis aux amateurs, celui qui trouve la clé de l'énigme de l'union d'Ingeburg de Danemark et de Philippe Auguste, fera un papier sensationnel. Donc, toujours est-il que le roi donc ne veut plus de son épouse. Elle va passer cette femme va passer 19 ans. Je dirais de couvent en couvent, donc éloignée de son mari avant que le roi ne consente à la reprendre, pressé par l'Église. Alors d'ailleurs, il va considérer que le mariage est annulé, se remarie avec une autre jeune femme qui s'appelle Agnès de Méranie, qui lui donne effectivement plusieurs héritiers, sont légitimés après coup, et ça va être la guerre avec le pape, qui évidemment voulant faire prévaloir dans la noblesse, y compris au plus haut niveau, parce que là on est quand même au niveau royal, cette doctrine canonique du mariage, refuse que le roi annule comme ça, sur un coup de tête, il en fait un exemple. Donc alors quelles sont les armes dont dispose l'Église à l'époque pour pousser les nobles, et en particulier les plus puissants d'entre eux, à obéir? Il y a l'excommunication, donc la privation, je dirais, personnelle, l'accès au sacrement. Dans des sociétés très croyantes, ne plus pouvoir communier, se faire pardonner ses péchés, c'est très mal vécu. Et puis quand ça suffit pas, c'était le cas pour Philippe Auguste, on va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on prive tout le monde des sacrements. C'est ce qu'on appelle jeter l'interdit sur un pays. C'est-à-dire qu'on peut plus... Il n'y a plus de sacrement, il n'y a plus d'extrême onction, on ne peut plus enterrer les morts, on ne peut plus se marier, donc tout est bloqué en fait. Alors évidemment, vous me direz, aujourd'hui, on voit ça d'un autre œil. Tant pis, on concubinage, tant pis. Oui, non, mais à l'époque... Le pape avec son gilet jaune qui bloque... Voilà, là, c'était quand même un petit peu différent comme contexte, et ça suffisait véritablement, alors déjà à monter des populations contre leurs dirigeants, pour le coup, parce que en fait, on prive de salut, on se prive non seulement de salut soi-même et sa descendance, mais aussi tous ses sujets. Donc c'est quand même très très mauvais quand on est normalement responsable du salut de ses sujets. C'est un des engagements du serment du sacre. C'est très peu tenable, et donc voilà. Donc ça a donné lieu à pas mal de conciles tenus par le pape pour faire céder Philippe Auguste, et in fine, il était obligé de reprendre son épouse, avec laquelle il a fini par vivre d'ailleurs en assez bonne intelligence, qui lui a survécu. Mais on s'explique pas cette énigme de cette répudiation souhaitée. Mais en tout cas, ce qu'il faut en retenir, c'est cette indissolubilité effectivement du mariage, qui est une protection. Alors je reprends ça, c'est Ingeburg, à qui on demande, alors qui parlait très mal latin et français, savait quand même se faire comprendre des autorités ecclésiastiques en disant non, mais moi je souhaite rester mariée,
je suis mariée, hein. Je me laisse pas chasser. Voilà. Elle savait, elle en appelait au pape d'ailleurs. Elle avait le pape, enfin voilà, elle avait suffisamment de connaissance des langages qui l'entouraient pour pouvoir faire appel à l'Église pour la défendre dans ce sacrement dont elle savait le prix, hein, finalement, de protection. Mais de toute façon, en plus, cette question-là, elle sera à l'origine de la répudiation et du divorce, finalement. Elle va être au cœur de grandes scissions au sein de l'Église, en fait. Hein. Ah oui, tout à fait, exactement. D'une manière globale, c'est vrai qu'on en connaît d'autres plus proches de nous, effectivement. Ça, c'est sûr. Ça sera beaucoup plus tard, et je pense évidemment à l'exemple anglais, une raison de la scission religieuse et de la non-reconnaissance d'autorité du pape, évidemment. On connaît évidemment l'exemple célèbre d'Henri VIII, qu'on ne cite plus. Voilà, mais et je sais plus. Alors la deuxième partie de ta question. La deuxième question, c'était est-ce que de fait le fait d'avoir obligatoirement le consentement des deux époux fait que les femmes peut-être ont un peu plus le choix, ou en tout cas sont un peu plus en position de force dans le choix de leur futur compagnon, ou pas? Est-ce que c'est illusoire? Est-ce que ça leur donne de nouvelles armes de ce côté-là? Oui, c'est une excellente question, parce qu'on pourrait, évidemment, ce consentement, il est nécessaire. Alors, il est quand même conditionné par l'entourage familial. Hein. Là, je pense qu'il faut quand même être assez clair. Au Moyen-Âge, pas plus qu'à l'époque qui suit, et jusqu'à des périodes encore assez récentes aussi, hein, dans l'époque contemporaine. Le mariage est une affaire de clan familial, de famille, quel que soit d'ailleurs le milieu social, hein, attention. Aussi bien pour des raisons évidemment d'ajustement des patrimoines, des fortunes, d'alliance entre familles, et qu'on soit par exemple issu de la noblesse ou de la paysannerie, de la bourgeoisie. En fait, le but en fait du clan familial, c'est d'agencer au mieux les patrimoines. Hein, il faut quand même le dire. Les questions financières et de fortune sont primordiales, et à tous les niveaux. C'est-à-dire qu'évidemment, au niveau princier, royal, ce qu'on va chercher, c'est à agrandir évidemment le domaine de la famille. Le domaine des rois de France est constitué par mariage, hein, uniquement très souvent. Grâce à c'est assez connu, mais le petit domaine île-de-francien des débuts, le domaine capétien, s'est peu à peu épaissi grâce à la captation d'héritières de fiefs intéressantes. Hein, je pense, il y en a des tonnes des exemples, mais par exemple l'exemple de la Champagne, l'héritière de Champagne, Jeanne, épousée par le futur Philippe le Bel, ça réunit de manière définitive donc la Champagne au royaume de France. Il y en a beaucoup d'autres, le comté de Toulouse, etc. Enfin voilà, on a vraiment une politique, une captation par les Capétiens en particulier des héritières de fiefs pour arriver à faire grossir un domaine qui était quand même assez modeste au départ. Donc ça, c'est vraiment l'exemple sommital, mais dans la bourgeoisie marchande ou dans la paysannerie aisée ou moins aisée, il y a toujours quelque chose à gagner dans l'union, c'est-à-dire les chopes voisines, le pré voisin, voilà. Donc il est très très rare que l'union soit une union de choix. Hein. C'est moins, je dirais, le choix des individus que le choix des familles. Et alors, tant mieux après si l'union est harmonieuse. Hein. Ça ne veut pas dire que parfois les époux ne s'entendent pas. On en a des exemples assez précis, moi qui m'intéresse en particulier à la noblesse bourguignonne. Je prendrai l'exemple, tu as eu là aussi la gentillesse de citer l'étude que j'ai pu faire sur le pouvoir princier de Philippe le Hardi, qui est des premiers ducs valois de Bourgogne en Franche-Comté. Philippe le Hardi, c'est aussi à participer à cette politique, je dirais, de captation par la dynastie royale française de patrimoine, puisqu'il a eu la chance d'épouser en 1369 une héritière extrêmement convoitée, parce on était en pleine guerre de 100 ans par les Anglais, à savoir Marguerite de Malle, hein, l'héritière du comté de Flandre, de la comté de Bourgogne, de la Franche-Comté. Voilà. Donc c'était un mariage complètement politique, hein, voulu par donc Charles V, le roi Charles V, qui était très content. Marguerite avait été fiancée plusieurs fois autrement, et en particulier à des princes anglais. Ça aurait été assez catastrophique de voir tomber le comté de Flandre, qui est quand même une principauté stratégique, hein, entre la France et l'Angleterre, aux mains des Anglais. C'est donc une réussite diplomatique d'arriver à capter cette héritière. C'est un mariage politique, et c'est un mariage pourtant donc très très emblématique des mariages princiers de l'époque,
Je reviendrai sur les fiançailles au gré des défaites et des paix pendant la guerre de 100 ans. Mais toutes ces petites filles, ces héritières, dès l'âge de 4-5 ans, elles sont parfois fiancées une demi-douzaine de fois avant d'être vraiment de convoler en juste noces, parce que au gré en fait des alliances et des appétits de paix en fait de leurs parents. Donc mariage politique s'il en est entre Philippe le Hardi et Marguerite de Malle, et mariage qui est pourtant assez heureux parce que le couple s'est très très bien entendu, en particulier en se partageant l'autorité sur des domaines qui étaient très dispersés, et donc c'est un mariage réussi, visiblement assez harmonieux, dû aussi à la fortune de l'épouse, hein, qui savait bien sans doute faire rappeler aussi au duc son époux les beaux et grands héritages qu'elle lui apportait. C'est Jean Froissart, le chroniqueur de la guerre de 100 ans, le célèbre chroniqueur, qui dit que le duc avait beaucoup de respect pour son épouse. Il se rappelait régulièrement quand même tout ce qu'elle lui avait apporté dans la corbeille. Et elle, visiblement aussi, ne se privait pas de rappeler. Enfin, il y a un fort rang, hein, bien sûr, chez ces femmes aussi, de ce qu'elles apportent à leur époux. Et ce qu'elles peuvent reprendre éventuellement ou réadministrer en cas de prédécès de l'époux. Donc voilà, tout ça pour revenir sur le fait que on est vraiment, même s'il y a consentement, c'est quand même un consentement très encadré par les familles et préparé, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas forcément de grande autonomie de ces filles, parce qu'elles sont élevées dans n'importe quelle strate de la société, dans l'idée qui, de toute façon, sauf exception de la vocation religieuse, s'il y en a, ou disons dans le cas de fratries nombreuses, suivant le rang de naissance, évidemment, certaines seront plutôt dirigées vers des carrières religieuses, ne serait-ce que pour des questions de dotation, mais elles sont élevées dans l'idée du mariage, donc et pas l'idée de choisir l'époux. Si ça se passe bien, tant mieux. Si ça se passe pas bien, ça fait partie, je dirais, des aléas de l'existence. Et voilà, il faut pas que ça aille trop loin jusqu'à la mise en danger de l'épouse ou de ses enfants. Dans ces cas-là, je l'ai signalé, l'Église l'épouse maltraitée peut demander une enquête auprès des tribunaux d'Église. Et si la maltraitance est avérée avec mise en danger, l'Église peut effectivement, alors, ne rompt pas le mariage, puisqu'on a dit tout à l'heure qu'il est indissoluble, mais peut mettre à l'abri, je dirais, l'épouse et ses enfants à travers ce qu'on appelle, alors pas un divorce, puisque c'est pas une annulation du mariage, mais une séparation de corps. C'est assez beau comme expression, c'est-à-dire on vit désormais à part. Et ça sécurise, si j'ose dire, l'épouse maltraitée par rapport à un mari potentiellement violent. Justement, tiens, parlons-en. On reviendra peut-être après au rôle de la femme qui est surtout c'est celui d'une mère, si je comprends bien. Mais parlons des violences justement faites aux femmes au Moyen-Âge, puisque c'est vrai qu'on a la sensation, vu qu'elles sont dans une position qui n'est pas dominante, elles peuvent être la proie de très nombreuses violences. Est-ce que c'était le cas ? Et est-ce que, tu nous as un petit peu répondu là, à travers ces quelques phrases, mais est-ce qu'il y avait des mécanismes justement pour les protéger ? Alors oui, on a parlé de la question du protecteur. Alors c'est vrai que l'élément central d'une fille, de la vie d'une fille, d'une femme dans ces sociétés traditionnelles, c'est le mariage. Donc qui normalement est ordonné dans le cadre familial. J'aurais peut-être parlé effectivement des violences liées, je dirais, au mariage ou vers le mariage. Alors peut-être revenir sur tout de même cette question des fiançailles précoces, en particulier dans la noblesse, en particulier la haute noblesse. La guerre de 100 ans, donc c'est une guerre effectivement qui dure. Alors pas en continu pendant 100 ans, je crois que tout le monde le sait, c'est-à-dire qu'il y a des périodes de trêve, d'accalmie, et puis des périodes de campagne militaire, mais en fait rien ne se résout avant 100 ans. C'est pour ça que ça porte ce nom-là. Donc pendant la guerre de 100 ans, au gré des alliances, des
paix qui sont signées, en fait, la garantie de la paix, c'est souvent un mariage entre les familles, et notamment entre ces clans rivaux, en particulier évidemment le camp anglais, le camp français. Donc on va marier très très jeunes ces filles, parfois qui sont, alors à partir du moment où elles sont fiancées, la tradition veut que ces petites filles, elles soient élevées dans la famille du futur mari. Donc, ça peut être extrêmement traumatisant parce que on peut voir partir des petites filles de 8 ou 9 ans dans une famille complètement étrangère où elles sont élevées dans l'idée de cette union. Et puis finalement, l'union, quelques années plus tard, est rompue parce que finalement, les parents ont conclu une autre alliance. Et donc, on renvoie la petite fille et sa dot dans la famille d'origine. Tu évoquais tout à l'heure que deviennent ces filles répudiées. C'est une semi-répudiation finalement que ces fiançailles rompues. Je prendrais juste un exemple qui est assez célèbre et qui alimente justement du coup une haine politique assez intangible, mais on comprend. Alors là, c'est pas lié directement à la guerre de Cent Ans, mais c'est dans la seconde moitié du XVe siècle. C'est lié à la succession des ducs de Bourgogne et à leur captation, si j'ose dire, à la captation souhaitée de l'héritage bourguignon par les rois de France. Donc la lignée, je dirais, des grands-ducs d'Occident, de Bourgogne, s'éteint en 1477. C'est l'épisode célèbre de la mort de Charles le Téméraire, le dernier des grands-ducs de Valois de Bourgogne, sous les murs de Nancy. Il laisse comme unique héritière une fille, Marie de Bourgogne, qui va épouser Maximilien de Habsbourg, une union qui est promise à toutes les fortunes. Mais Marie décède prématurément d'une chute de cheval en 1481. Elle laisse une héritière qui va être donc fiancée à l'héritier de la couronne de France, le futur Charles VIII. Et donc cette petite fille est emmenée, elle a 9 ans, à la cour de France pour être élevée comme dauphine, et elle apporte à son mari la comté de Bourgogne, en particulier donc la Franche-Comté et le comté d'Artois. C'était quand même 2 principautés tout à fait conséquentes. Donc 1482, traité d'Arras, voilà. Donc le roi jure que le dauphin l'épousera, etc. L'âge venu, elle est encore trop petite, elle n'est pas nubile. Elle est élevée pendant plusieurs années, presque 10 ans, donc dans l'idée de ce mariage. Et en 1491, une autre héritière, si j'ose dire, se présente. Donc c'est Anne de Bretagne. Et donc pour réunir la Bretagne à la France, c'est finalement Anne que l'héritier au trône épouse, et la petite Marguerite est renvoyée avec sa dot dans sa famille. On imagine le traumatisme de cette petite fille et la haine qui sera la sienne vis-à-vis de la France. Voilà. Donc là, en tant que il y a pas de, il s'agit vraiment de violence morale, en ce sens qu'on dispose véritablement des filles comme de véritables objets qu'on renvoie, qu'on épouse ou qu'on renvoie à sa guise au gré des alliances politiques en particulier. C'est assez traumatisant. On peut l'imaginer. L'affaire le mariage, c'est aussi, une occasion de violence en général pour obtenir justement l'épouse qu'on souhaite. J'évoquais en fait tout à l'heure dans les premiers moments de cet échange la question du rapt, qui constituait à finalement enlever l'épouse qu'on veut avoir. Pendant la guerre de Cent Ans, on en a pas mal d'exemples, ça. Donc j'évoquais les femmes seules. Il s'agit alors souvent soit de petites filles, soit de veuves justement jeunes encore et qu'on souhaite forcer au mariage. Le rapt de filles à marier ou de jeunes veuves est quelque chose d'assez courant. Comment on le sait? On évoquait tout à l'heure les sources. On le sait en particulier par les sources judiciaires, les procès en fait, qui ensuite documentent. C'est là notamment les plaintes de la parenté de ces femmes
qui s'oppose justement à l'homologation, si j'ose dire, d'une union qui est contractée par la force. Hein. Et ça, les archives des tribunaux, en particulier du Parlement de Paris, sont pleines de ces affaires, où on voit en particulier ces nobles, je dirais de moyenne condition, voire de petites conditions assez désargentées, qui, de cette manière-là, captent une héritière finalement. Donc ils enlèvent la fille, et puis après l'honneur de la jeune fille ou de la petite fille étant entaché, eh bien la solution, c'est une manière de pousser évidemment la famille pour ne pas perdre, je dirais, l'honneur du clan. Eh bien, c'est une manière de pousser le fameux clan à accorder la fille ou la jeune veuve en mariage. Hein. Donc, on a vraiment un chantage, je dirais, à l'honneur du clan, qui est pas tant celui de la fille que celui du clan. Hein, c'est ça. Et ce qui est frappant dans ces affaires de rapt, c'est qu'effectivement, c'est ça qui est mis en avant. C'est l'honneur du clan et pas tellement la volonté de la fille, qui évidemment est pas là, parce que la pauvre, elle s'est faite enlever avec violence, ensuite éventuellement violée. Mais bon, ça, on n'en dit pas grand-chose. Ce qui est surtout mis en avant, c'est l'honneur des familles. C'est-à-dire qu'on leur a pas demandé leur consentement. On a forcé, je dirais, la volonté du clan pour ce mariage, et c'est ça qui est condamné. Alors, là où il y a quand même et l'Église, l'attitude de l'Église est parfois un petit peu choquante, parce que dans ces affaires d'enlèvement, pour préserver en fait la cellule familiale, même si elle est arrivée, elle s'est formée par la contrainte, par la violence, eh bien, on encourage, je dirais, au mariage après coup finalement. Alors que normalement, le mariage, c'est, on l'a dit tout à l'heure, un consentement des deux époux. Et quel consentement peut donner une petite fille de 8 ans qu'on enlève contre son gré à quelqu'un de beaucoup plus âgé? Là, il est évident qu'il n'y en a pas. Mais pour préserver la cellule née de cette circonstance violente et éventuellement les enfants qui en naîtraient, eh bien, à la fois la société, l'Église, les pouvoirs, eh bien, sont relativement, je dirais, indulgents si le ravisseur, effectivement, voilà. Ensuite, disons, homologue l'union contractée par la force de manière plus officielle. C'est vraiment ça, c'est un petit peu, c'est assez choquant de voir que, en fait, mais ça c'est très médiéval, c'est le collectif qui prime sur l'individu. Je crois que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. La volonté personnelle, en particulier celle des femmes, est relativement peu prise en compte. En revanche, la volonté et l'opinion du clan est primordiale. On est vraiment dans le collectif, que ce soit le collectif du village, de la communauté, de la famille. Et la volonté de l'individu pèse peu, en fait, à cette époque, par rapport au collectif, qu'il soit familial ou communautaire ou social. Enfin, ça, c'est vraiment l'émergence, en fait, de la liberté individuelle est quelque chose d'assez de très progressif et encore relativement peu abouti au Moyen-Âge. Il faut bien le reconnaître, malheureusement. Ça veut dire que d'un point de vue judiciaire, leur parole ne vaut rien? Alors, non, parce que quand même, elle est prise en compte. Alors, ça me donne l'occasion, c'est une bonne question, de remarquer tout de même, non, parce que bon, dans ces affaires, par exemple matrimoniales, si je reviens, il y a deux, et ça me donne l'occasion d'ailleurs de faire un petit focus sur qui rend la justice en matière finalement de mariage et d'affaires familiales. Alors, c'est qui le juge aux affaires familiales au Moyen Âge? C'est une question qu'on peut se poser. Alors pendant très longtemps, c'est l'Église, puisque effectivement il s'agit, on l'a dit, du sacrement de mariage. Voilà, et qu'il y a des questions de serment, tout ça c'est prêté sur les évangiles ou d'autres objets de type relique. Donc c'est l'Église qui est garante en fait de ces engagements, mais parce que c'est très lié évidemment à la religion. Mais petit à petit, les pouvoirs en fait laïques s'en emparent, et je dirais évidemment l'autorité en particulier laïque, c'est celle du roi, devient de plus en plus invasive, parce le roi considère que ces affaires finalement de mariage, d'héritage, ce ne sont pas seulement des affaires donc liées, je dirais, à la cellule familiale et à la religion, mais ça met en cause des héritages, donc l'ordre social, donc la paix, je dirais, d'une société. Et à ce titre-là, le roi considère qu'il s'agit de domaine mixte. On est sur un domaine mixte qui relève à la fois de la religion et de l'ordre social. Et donc tout ce qui est qui a ce caractère mixte, eh bien le roi va
prendre ce prétexte pour intervenir en disant bah oui, certes, ah bah oui, il y a un mariage, il y a un consentement, il y a un sacrement, oui, mais il y a aussi des héritages, et ça, les héritages temporels, c'est moi qui l'administre puisque je suis le garant, je dirais, de l'ensemble des propriétés de mon royaume, de la façon dont c'est agencé, dont les gens peuvent s'entretuer ou pas pour mettre la main sur telle ou telle possession. Donc, je suis aussi partie prenante. Hein. Donc, on a en fait dans ces affaires de mariage, de fiançailles, d'abord l'Église, au nom du sacrement et des serments prêtés, et puis de plus en plus l'autorité laïque, et en particulier l'autorité royale. Et la parole des femmes, elle est prise en compte. Par exemple, alors dans ces affaires, notamment de fiançailles et de mariage conclus, parce que donc ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, c'est assez intéressant, c'est que, on l'a vu à travers les quelques exemples politiques que j'ai pu donner, le mariage se fait en 2 temps. On a d'abord ce qu'on appelle les fiançailles. C'est très joli en latin, ça s'appelle les paroles de futur, hein, c'est-à-dire les paroles de futur, verba des futuro. Et puis, le mariage tel qu'il est célébré, voilà, aujourd'hui devant monsieur le maire, mais à l'époque, voilà, béni par un prêtre, c'est les paroles de présent, hein, verba des presenti. Bon, il y a 2 phases. Donc, les fiançailles, le mariage lui-même. Bon, donc in facie ecclésié. Un homme qui s'engagerait sur la première phase, mais qui voudrait pas aller au-delà, hein, alors que la fille en face compte sur lui, sa famille éventuelle, eh bien peut se voir traîner, si j'ose dire, devant le tribunal de l'évêque, hein, l'officialité, pour aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que, voilà, on a dans les registres d'officialité, on a pas mal d'affaires de ce type. Alors, il fallait mieux, on pouvait parfois affaire à, je dirais, un serial lover qui promettait les fiançailles à plusieurs jeunes femmes en même temps, mais c'était compliqué pour lui à gérer parce qu'il pouvait se retrouver devant l'official, donc le juge de l'évêque, à devoir se justifier de ces promesses qu'il avait faites à une ou plusieurs jeunes femmes, et avec la tâche pour le tribunal d'église de déterminer laquelle était la première finalement, et laquelle avait priorité sur les autres pour aller jusqu'au bout. Hein. Donc ça, et là, la parole de la fille, elle est prise en compte. C'est-à-dire que vous avez on a des récits qui sont incroyables, où on voit en fait sur quoi aussi se fait l'engagement. Hein. Parfois, ça nous paraîtrait complètement anecdotique aujourd'hui, c'est la remise d'un objet, un petit cadeau qui est accepté, qui est donné, en fait, ça vaut en fait engagement. Hein, c'est comme une bague de fiançailles. Des détails qui nous paraîtraient aujourd'hui du flirt, plutôt, sont vraiment pris au sérieux à l'époque, parce que voilà, chaque geste compte. C'est une société où les gestes, tout ce qui est du domaine du visuel, la gestuelle est très importante, et aucun geste n'est anodin. J'y reviendrai éventuellement sur les questions de violence, même la violence symbolique. Elle suffit parfois à désoler une fille autant qu'un acte beaucoup plus violent, hein, comme le viol. Bon. Par exemple, porter la main à une coiffe, parce que les femmes sont évidemment coiffées, on ne se balade pas, on ne se promène pas, comme on dirait dans les romans du 19e siècle, en cheveux. Hein, on a une coiffe quand on est une femme respectable, qu'on soit paysanne ou noble. Et bien, le fait de porter la main sur cette coiffe, soit de la faire tomber, mais même de la toucher, en fait, vaut agression et atteinte à l'honneur de la femme. Hein, donc, on a, là encore, on a des témoignages assez explicites. Et s'il n'y a pas réparation de cette atteinte par un homme du clan, l'honneur de la femme peut être entamé, la femme du coup réputée diffamée, et du coup être passée dans le camp des femmes permises et agressable sexuellement, hein, donc c'est très très compliqué. Donc il faut faire très très attention. La question de l'honneur des filles est vraiment une question assez importante au Moyen Âge. J'ai un peu travaillé là-dessus et c'est assez passionnant. Il faut qu'il y ait réaction. S'il n'y a pas de réaction en fait d'un protecteur, il y a des gestes qui ont une valeur performative, hein, qui sont aussi graves finalement qu'une agression plus fondée. Et puis alors donc le deuxième juge pour les affaires familiales, je dirais de mariage, de fiançailles, évidemment c'est, on l'a dit, l'autorité séculière, et en particulier la justice royale, qui et c'est assez passionnant en fait, renforce son emprise, je dirais, sur la société, sur l'ensemble de ses sujets, à travers aussi la défense de ses sujettes. Hein. Et donc ça, c'est quand même assez intéressant à remarquer. On a, même si, je dirais, l'adultère de l'homme est très rarement puni, alors que celui de l'épouse est très hautement condamnable, hein, ne serait-ce que pour évidemment des questions de légitimation de la descendance.
Mais voilà, la question durable de l'enlèvement, de la violence, en fait, est de moins en moins tolérée au fur et à mesure qu'on va vers la fin du Moyen Âge. Et donc, il y a une certaine quand même protection du prince qui s'instaure vis-à-vis de ses sujettes. Et ça, c'est plutôt quand même un progrès aussi. Voilà. Peut-être revenir sur le rôle de mère finalement, et tout à l'heure on a parlé brièvement d'éducation. Justement, est-ce que pour le commun des mortels, on va dire, c'était la femme qui était responsable de l'éducation des enfants? Est-ce que comme aujourd'hui, la femme du Moyen-Âge pouvait parfois encore cumuler des doubles journées? Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, oui, tout à fait. Alors la femme responsable, je dirais, de l'éducation des enfants, et en particulier des filles au sein de la maisonnée, et aussi les femmes éducatrices au-delà. Je pense qu'il faut, c'est important de rappeler. Alors déjà, il y a tout elles sont particulièrement éducatrices des filles, évidemment. Il y a un certain savoir, notamment lié à la tenue du ménage, du foyer, à la santé, je dirais, de la famille. Des connaissances qui sont, je dirais, semi-médicales, qui se transmettent par les femmes, ça c'est important. Et puis il y a une première éducation, effectivement, qui est donnée au sein du foyer, qui est en particulier une éducation religieuse. C'est vrai que c'est, je dirais, peut-être l'un des moments où, je dirais, la parole féminine est valorisée, parce que là encore, dans la tradition de saint Paul, apôtre, et des pères de l'Église, la femme est réputée agitée, bavarder un peu à tort et à travers. Il faut canaliser la parole féminine. Ça, c'est quand même... Là, on connaît la fameuse lettre de Paul à Timothée qui dit, voilà, les femmes se taisent dans les assemblées. Elles n'ont pas à prendre la parole. Il faut faire très attention. Voilà, il faut que la parole leur soit donnée. Généralement, le mieux est qu'elles se taisent. Donc, cette parole, elle est très contrôlée, mais au sein du foyer, là, elle peut s'exprimer en particulier pour l'éducation à la piété, la figure véritablement de la mère qui alors éduque pieusement ses enfants à la religion et qui aussi convertit son mari. C'est aussi quand même un modèle qui est très encouragé au Moyen-Âge. Il y a avec des figures de sainteté féminine qui sont assez célèbres. Je pense à la mère de Saint-Augustin, Monique, qui était, voilà, ça peut être la voie vers le salut, d'avoir une mère, je dirais, particulièrement pieuse. Et c'est encouragé. C'est déjà cette première éducation dans une société très croyante. C'est une éducation religieuse. Il faut le savoir. Bon. Alors ensuite, effectivement, ça peut pour les filles, ça peut continuer, je dirais, sur des domaines un petit peu plus, laïques, tenue du ménage, etc. Voilà, éducation morale. On a aussi un rôle des femmes dans l'éducation, je dirais, tout court. Et là, c'est lié évidemment aux femmes entrées en religion ou en semi-religion. Je m'explique. Les novices dans les monastères reçoivent une certaine éducation qui est d'ailleurs essentiellement effectivement biblique, religieuse, mais aussi avec des apprentissages de métiers qui peuvent être très très techniques. J'évoquais tout à l'heure la tradition de la copie de manuscrit. Il faut savoir que cette copie de manuscrit, c'est un métier qui est à la fois masculin et féminin. Et on connaît des moines copistes, mais en fait, il y a pas mal de moniales copistes aussi. Et puis, il y a des copistes aussi laïques de plus en plus à la fin du Moyen-Âge, des enlumineuses. C'est intéressant parce que c'est jamais représenté, en fait, ça. Non, ça, c'est vrai. On voit la figure du moine copiste, mais la femme, effectivement, il faudrait vérifier, mais effectivement, j'ai peu d'exemples en tête de miniatures montrant. Alors, on voit des femmes avec un livre, mais ça, des femmes lisant notamment en fait des livres d'heures, c'est la femme en prière finalement. Ça c'est effectivement sur ces travaux spécifiques qui sont pourtant très très mixtes. Il y a peu d'exemples visuels. Enfin, en tout cas dans l'iconographie médiévale, dans mon souvenir, il faudrait. Et même dans le cinéma plus contemporain. C'est vrai que quand tu as des évocations du Moyen Âge, et on voit souvent un moine avec une plume, voilà, mais on ne voit jamais une femme tenir une plume. Non, tout à fait. Alors que c'était le cas, et Christine de Pisan, que j'évoquais tout à l'heure, a commencé à gagner sa vie comme ça. En fait, comme le livre est un objet de luxe, en fait, c'est à la fois un objet intellectuel, mais c'est aussi parce qu'il est copié sur parchemin, que le parchemin est très cher, que chaque
chaque feuille, enfin chaque de parchemin en tant que tel a un coût, qu'elle est parfois richement ornée, enluminée. La profession en fait d'enlumineur ou de peintre, c'est la même, hein, ce sont les mêmes artistes hein, qui à la fois pratiquent l'enluminure ou le portrait ou le retable. Hein, bon. Donc ça fait de ces objets des livres de grand prix, c'est assez bien rémunéré et c'est comme ça que Christine de Pisan a commencé par gagner sa vie avant de devenir auteure elle-même. Voilà. Mais pour en revenir à l'éducation, oui, donc une éducation dans les couvents, éducation aussi dans les petites écoles. Par exemple, à Paris en 1380, on sait que, alors je crois que, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait 42 maîtres d'école recensés pour les garçons et une vingtaine pour les filles. Donc on a des maîtresses d'école. Donc voilà, là encore une profession finalement qui voilà. Et puis des écoles qui n'étaient pas forcément réservées, je dirais, aux plus fortunés. Je pense à l'exemple de ces communautés de femmes qui sont, je dirais, semi-religieuses, parce que je vais m'expliquer les béguines, les fameuses béguines, les béguinages, très connus hein, dans les provinces du Nord, les Flandres, et on en a encore des très très beaux aujourd'hui à Bruges, à Gand, etc. Donc ce sont des communautés de femmes qui vivent entre elles autour d'une pratique religieuse évidemment attestée, donc en communauté, ce qui les protège. Hein, on revient à la question de la protection. Quand en fait vivre seul c'est dangereux, vivre en communauté en revanche et puis sous la protection de l'évêque et des autorités municipales, là en revanche c'est tout à fait souhaitable, bien vécu, qui dans la journée en fait quittent le béguinage pour aller travailler. En fait, ce sont des femmes qui travaillent. Alors dans quoi ? Eh bien dans l'enseignement, on vient de le dire, dans les hôpitaux aussi. Hein, donc en particulier évidemment qui sont essentiellement je dirais religieux à l'époque, parfois réquisitionnés par les autorités municipales en période de peste, de force, d'autorité, hein, par les autorités municipales. On sait très bien qu'un des gros soucis pendant la peste noire et ses récurrences, c'était de voir fuir parfois les professionnels de santé et jusqu'aux confesseurs qui avaient compris au bout d'un certain temps que c'était dangereux d'aller administrer les derniers sacrements à un malade atteint de la peste. Donc au bout d'un certain temps, effectivement, d'ailleurs c'est déploré par les chroniqueurs, en fait il n'y a plus de solidarité, plus personne fait son travail, plus personne a envie d'être forcément atteint du mal suprême. Donc voilà, et on a des exemples de béguines réquisitionnées pour assister, en fait, pour aller visiter les malades et leur porter secours. Mais pour revenir à l'éducation, effectivement, ces béguines participent aussi à l'enseignement des plus pauvres au sein de ces villes médiévales. Donc ça fait partie de métiers, vous voyez, un peu mixtes qui sont pratiqués dans une sphère, je dirais, la semi-religieuse, puisque alors la béguine ne prête pas je dirais, ne fait pas de vœu de chasteté, de célibat à vie. Hein. En fait, elle est célibataire et en état de chasteté le temps qu'elle est au béguinage, mais elle peut le quitter. Enfin, il n'y a pas le côté définitif de l'entrée en religion, d'une entrée au monastère. Voilà. Et puis, c'est pas tout à fait la même catégorie sociale aussi. Parce que l'entrée au monastère est plutôt réservée à des filles, je dirais, de catégories sociales plus favorisées, en particulier les jeunes nobles qui peuvent apporter une dot. Hein. La dot, elle est aussi exigée à l'entrée au couvent. Pour le béguinage, il n'y a rien de tel. Donc effectivement, on a des femmes d'un rang social qui n'est pas tout à fait le même, et c'est une garantie véritablement de protection aussi que de vivre entre femmes, travailler puis vivre entre femmes sous la protection des autorités ecclésiastiques et municipales. Et ça me donne l'occasion, oui, de souligner à quel point la clôture en fait médiévale, que ce soit celle du couvent ou du béguinage, qui est une clôture choisie hein, quand même la plupart du temps, apparaît comme une protection. Hein. Je pense qu'il faut évidemment là encore regarder les choses d'une manière globale. Alors tout le monde n'avait pas forcément la vocation, mais c'est très très fréquent d'ailleurs dans les récits de vie de saints ou de saintes.
le fait que pour avoir la paix finalement, pour échapper à la convoitise des hommes ou un énième mariage ou un mari violent, finalement le couvent c'est un refuge. Et c'est vrai que pour échapper à ces affaires de rapt, pour vivre tranquille sans protecteur, voilà, le fait de vivre entre femmes, ça peut être une solution. C'est très pratiqué donc dans les pays du Nord et dans l'Empire aussi en Allemagne. On a 14e siècle, 13e, 14e siècle des centaines de béguinages qui fonctionnent très très bien. Donc voilà, les femmes ont trouvé ce moyen finalement de travailler, de se préserver entre elles sans protecteur finalement masculin. Avec quelques tristes exceptions, je vous inviterai à aller voir tous la vidéo sur la chaîne YouTube Nota Bene qui s'appelle sobrement Meurtre à l'abbaye. On revient sur une histoire tragique qui s'est passée à l'abbaye de Fontaine-Guérard où justement un noble qui battait sa femme, elle était partie justement se réfugier dans une abbaye qui était féminine et lui avait envoyé un commando en fait pour la zigouiller parce que il se retrouvait bloqué et lui il était encore marié, il pouvait rien faire. Voilà, donc c'est une histoire assez tragique. Oui, mais la question du commando, elle est intéressante parce qu'effectivement les hommes, là j'évoquais la question des enlèvements. En fait, ces enlèvements, ils sont rarement perpétués par un homme seul. En fait, souvent il y a une sorte de petite bande. Si j'ose dire, de commando. C'est le cas parce qu'en fait, en particulier chez ces nobles, mais c'est le cas aussi on agit en groupe en fait. On agit en groupe. Il y a quand même cette tradition que le Moyen-Âge n'arrivera pas à éradiquer l'époque moderne non plus, en fait, de se faire, pour les nobles, de se faire justice soi-même, et on se fait justice pas tout seul, mais en fait en groupe, en clan, avec les alliés de la famille, effectivement, et ces expéditions pour enlever, en particulier une fille, on en a des exemples aussi c'est très très bien décrit dans les procès. En particulier du Parlement de Paris, une source que je connais un petit peu, où c'est carrément du film, c'est-à-dire on a ces histoires effectivement de portes forcées, enfin voilà, en particulier les sources judiciaires sont tellement précises qu'effectivement on peut en faire facilement une adaptation cinématographique ou autre. Les sources ne manquent pas. Avis aux amateurs, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a encore plein de sources aussi belles que celle-là c'est pas le premier appel du pied de la soirée. Voilà, si vous avez envie de vous lancer sur ces thématiques, vous savez qu'il y a de la matière. Bon, en tout cas, pour résumer, on pourrait dire que sans fantasmer une femme libre au Moyen-Âge, elles ont un rôle quand même beaucoup plus pluriel que ce qu'on peut imaginer de prime abord, quoi. Ah oui, tout à fait. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas... Voilà, c'est pour ça, il va falloir que tu m'invites pour revenir. Mais oui, quand tu veux. Ou une autre, pour qu'on... Voilà, on n'a pas eu trop le temps d'aborder en particulier la question des femmes de pouvoir, que j'ai commencé par là avec Yolande de Flandre. Et c'est vrai que c'est une question assez fascinante que celle, effectivement, de l'exercice réel d'une autorité sur un pays, une région, grâce à cette qualité d'héritière de fief qui est celle de certaines de ces femmes, et qualité qu'elles récupèrent généralement dans des circonstances précises, en particulier le veuvage, et qui leur permettent vraiment d'être en situation d'autorité, de signer des traités, déclarer la paix et la guerre, d'administrer des terres, de mener éventuellement des troupes armées, voilà. Donc on a vraiment des situations d'autorité qui sont tout à fait semblables à celles détenues, je dirais, de manière courante par les hommes, mais qui ne sont pas des exceptions, qui sont quand même des situations assez fréquentes au Moyen-Âge, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Assez bien documenté aussi par les sources, et qui valent le fait qu'on s'y intéresse, parce que la question est est-ce qu'il y a un pouvoir spécifiquement féminin différent de celui des hommes? Je suis pas sûre. Parce que le modèle, c'est le pouvoir masculin, donc une femme qui gouverne, elle le fait de la même manière, pour être crédible, donc d'ailleurs, elle se conduit comme un homme, elle a cœur d'homme, comme dit Froissart, cœur d'homme, courage de lion, enfin voilà. Donc le modèle en fait du gouvernant, c'est quand même l'homme qui mène ses troupes, c'est l'homme au combat, et c'est ces qualités-là qui sont aussi adoptées par les femmes en situation de pouvoir, voilà, aussi. Il y a une sorte de phénomène d'imitation
Là, évidemment, ça correspond pas forcément à l'image que l'Église souhaite faire prévaloir, celle très liée à la sphère privée, hein, qui est celle de la mère, voilà, de l'épouse pieuse, dévote, recluse dans l'espace familial et domestique. Là, on est vraiment sur des sphères, je dirais, publiques, extérieures, éventuellement de violences qui sont pas du tout celles a priori autorisées, mais ce sont des situations réelles tout de même dans cette société médiévale. Et puis au-delà des femmes de pouvoir, alors on n'est pas dans une société de Valkyrie non plus, mais il y a eu des femmes combattantes. Ah oui, tout à fait. Bah oui, évidemment, le grand exemple, évidemment, c'est Jeanne d'Arc, mais pas qu'elle. Enfin, voilà, on a dans en particulier pendant la guerre de 100 ans, des femmes nobles et non nobles se sont illustrées de manière très très éclatante sur le terrain militaire. Je pense à la guerre de succession de Bretagne, par exemple, qui est aussi appelée la guerre des deux Jeannes, puisque chaque compétiteur avait une femme particulièrement combative et qui n'hésitait pas à prendre pied sur le champ de bataille pour appuyer les droits de son mari. Donc voilà, il n'y a pas que les hommes qui mettent le pied sur le champ de bataille. On en a pas mal d'exemples, effectivement. Ouais. Alors ça me fait une belle transition vers les questions justement du public. Il y en a pas mal. On a le Mag qui nous dit concernant Jeanne d'Arc, est-ce qu'on a une idée un petit peu de l'opinion des femmes à son sujet à la même époque? Comment est-ce qu'elle la voyait? Alors, je pense que là, je pense. Alors, il faudrait vérifier ça dans le détail, mais Jeanne, avant d'être un chef de guerre, et c'est ce qui lui permet d'ailleurs d'être un chef de guerre en échappant totalement à sa condition de femme, hein, issue de la paysannerie aisée, hein, des marges du royaume de France, c'est le fait que c'est une prophétesse. En fait, voilà. On a fait un épisode là-dessus. Voilà, exactement. C'est ce qui permet de l'accepter, c'est-à-dire que c'est en fait le prophétisme, c'est-à-dire être la voix de Dieu, qu'on soit enfant, qu'on soit femme ou homme. En fait, c'est ce qui permet je dirais, cette liberté de ton, de parole qu'on n'accepterait pas autrement. Voilà. Et cette inversion aussi des rôles, ou des rôles complètement particuliers qu'on n'accepterait pas autrement. Enfin voilà, Jeanne, elle n'était pas faite pour chevaucher, pour guider des troupes. Pourquoi est-ce qu'on a accepté ça? Pourquoi est-ce que des chefs de guerre réputés ont accepté son autorité, du moins pendant un temps? C'est parce qu'elle venait pour Dieu. En fait, elle était envoyée par Dieu. Et à partir du moment où le roi et son entourage, enfin le dauphin d'abord, ensuite le roi Charles VII, ont été convaincus de ça, le fait qu'ils avaient affaire à une messagère divine, eh bien on pouvait accepter un peu n'importe quoi, enfin si j'ose dire, dans les critères de l'époque, et en particulier d'être mené au combat, d'être dirigé par une femme. Et c'est ça, je pense que en Jeanne, on va voir, elle est examinée par des matrones, les femmes, à partir du moment, en fait, cette persuasion qu'elle arrive à opérer sur le roi et son entourage, et aussi sur les femmes, hein, dont font partie les femmes, c'est ça. C'est une fille qui parle. Il y en a divers exemples au Moyen-Âge, mais c'est la voix de Dieu. Hein, et donc, c'est ça, je pense, qu'on voit au-delà. Voilà. Après la condamnation du fait d'endosser un habit masculin, enfin, c'est pas une condamnation. Enfin, évidemment, les juges sont des hommes, hein, c'est difficile. Mais ça vient plutôt effectivement des clercs qui vont la juger, qui vont faire un prétexte pour la condamner. Hein. Donc je pense que pour l'ensemble, je dirais, de la société de son époque, Jeanne est d'abord une envoyée de Dieu, et c'est ce qui permet d'accepter cet itinéraire complètement hors norme qu'est le sien. On a Sir Gilman qui, je pense savoir aussi où c'est qu'il veut aller. Y a-t-il des sociétés en Occident où le rapport hiérarchique entre les sexes était inversé ou qui donne plus de pouvoir à la femme? Alors, plus de pouvoir, non, mais plus d'égalité, oui. Notamment, je pense par exemple à la Catalogne, à la paysannerie de Catalogne, qui a été assez bien étudiée par Pierre Bonassi, et où on voit justement, il y a un vieux fond visigothique, plus égalitaire, où on voit, alors c'est vrai que j'ai pas eu le temps, parce que décidément, en fait, il y avait tellement de choses que j'aurais voulu vous dire et que j'ai pas eu le temps de dire, mais dans le droit, je dirais, coutumier un peu général de l'époque,
Le mari, on dit que le mari est le bail de sa femme, hein. Il est le chef de sa femme, il est le gardien de sa femme. Le vocabulaire, d'ailleurs, c'est le vocabulaire, on dit aussi qu'il est le baron de sa femme, hein, donc le seigneur. C'est amusant, on transpose sur les rapports du couple le vocabulaire de la féodalité avec un rapport de hiérarchie. Mais ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en fait, cette femme, en fait, quand elle épouse son mari, c'est bien à elle, pas sous l'autorité du mari qui administre le tout, hein. C'est bien à lui et les biens de sa femme. Et en fait, elle les récupère uniquement quand il est à son décès, hein. Donc, tant que le couple est stable, enfin, et en vie les deux, c'est l'homme qui administre. Et j'ai dit tout à l'heure qu'effectivement, la fille passait de l'autorité du père à l'autorité du mari. C'est le mari qui donne l'autorisation à sa femme, par exemple, de plaider en justice, de faire des démarches, qui prend les décisions écrites, hein. Enfin, voilà. Et elle signe éventuellement à côté. Mais c'est vraiment, on a vraiment une mainmise, je dirais, de l'homme, hein, de l'épouse sur l'ensemble des actions du couple. Et bien, en Catalogne médiévale, en particulier dans cette catégorie sociale précise de la paysannerie, on a plus d'égalité. Et on sait, par exemple, ça a été bien montré que cette paysanne catalane, elle peut aller plaider en justice toute seule sans demander l'autorisation à son mari. Les biens dans les familles sont répartis à égalité entre filles et garçons. Il n'y a pas de préférence. Enfin voilà. Donc il y a des poches en fait de droit liées à certaines régions par rapport à des destins, je dirais des privés, enfin particuliers. Là en particulier, on sait que c'est l'influence du droit visigothique dans cette région, hein, qui visiblement est responsable de ce traitement un peu particulier. Voilà. Selon, en fait, c'est difficile de dire qu'il existe un droit des femmes à un endroit donné parce que il y a des mélanges, il y a des superpositions. Un système de droit, c'est effectivement plusieurs systèmes qui cohabitent. J'ai évoqué le droit canon, le droit de l'Église, mais il y a aussi le droit coutumier, hein, qui est donc, je dirais, les usages. Il y a ensuite la législation royale qui commence à se superposer à tout cela. Et en fait, on voit très bien en procès que le juge va commencer à considérer tout ce substrat-là et à essayer de l'agencer et à prendre la meilleure décision en fonction. Et c'est pas forcément simple selon les régions, qu'on est en pays de droit romain ou de droit écrit, de droit coutumier, qu'on a un substrat visigothique ou germanique plus prégnant ou pas. Enfin voilà. Donc tout ça, mais c'est une excellente question, effectivement. Je dirais pas de société. De matriarcat véritablement, mais des régions effectivement où certaines traditions font que la femme est davantage légale que l'homme, que dans d'autres endroits. Puis des périodes aussi privilégiées. Alors ça, c'est une théorie intéressante, le fait que pendant la grande période d'expansion de l'Occident, entre le XIe et le XIIIe siècle, la prospérité, hein, qui s'installait, le fait aussi qu'on a toujours, ça c'est un fait démographique et constaté, on a toujours une légère, comment dire, il y a pas d'infanticide véritablement pratiqué de manière globale, mais toujours plus de naissances de garçons, un petit peu plus de naissances de garçons que de filles, hein. C'est je dirais une vérité, une réalité biologique observée. Voilà, les filles sont en position un peu de force. Ça a été constaté pendant cette grande période de l'expansion démographique, et sont quand même en capacité de choisir un peu plus leur mari, de se faire désirer, éventuellement de prendre des amants. C'est Robert Faussier, le grand historien de l'économie médiévale, qui comparait en fait la situation du XIIe siècle à celle du XIXe siècle en disant que c'était le siècle de l'adultère. Mais bon, je ne sais pas si c'est voilà, où en fait marié ou pas, en fait, il y avait quand même une certaine liberté, en particulier pour les femmes, d'aller voir ailleurs, en dehors d'un mariage arrangé. Voilà. Il y a une question que je trouve particulièrement intéressante et qui finalement ne se rapporte pas au sujet qui nous intéresse, mais en fait à toi, c'est-à-dire que quand on est une femme et qu'on étudie un sujet comme ça, est-ce qu'on est considéré comme une féministe, comme une militante, et est-ce que du coup ça peut discréditer ton boulot ?
Question intéressante. Ouh là là, là, il faudrait toute une émission peut-être pour y répondre. Oh, bah écoute. Oui, alors bon, ceci dit, alors je dirais là aussi c'est pareil, c'est à apprécier la réponse et je dirais à nuancer selon je dirais l'époque à laquelle j'ai fait mes recherches, si tu veux. Quand j'ai commencé, effectivement, donc j'ai soutenu ma thèse d'école des chartes en 94 et après j'ai passé soutenu une thèse donc à Paris 1, une thèse de doctorat d'histoire, à peu près sur le même sujet. Enfin, j'avais augmenté entre-temps le corpus, mais le sujet était du même type. C'est vrai que ce fait de marier, je dirais, l'histoire des femmes et l'histoire politique était quand même encore assez peu... Enfin, c'était pas des terrains très empruntés. De faire de l'histoire des femmes, d'ailleurs, tout de suite, oui, déjà, c'était un marqueur, en fait. Hein. Même à l'école des chartes, même de façon, je dirais, classique, appuyer sur les sources, en traitant beaucoup de questions juridiques, hein, parce que c'est aussi... on ne peut pas traiter de toute façon d'histoire sociale et d'histoire politique sans avoir des connaissances solides en droit, ça, c'est pas possible. Même sous cet angle-là, complètement séparé, je dirais, des polémiques ou des débats de société adjacents, effectivement... oui, je crois que je peux le dire. Enfin, bon, certains ironisaient hein, sur ma thèse sur le pouvoir au féminin. Hein, ça faisait sourire un peu à l'école des chartes, en particulier en milieu des années 90. Et puis après, ensuite, au cours de ma carrière, au moment justement où j'ai pris les rênes de l'école des chartes, il y a eu un petit frémissement en disant bah tiens. Quelqu'un qui s'intéresse aux femmes de pouvoir, qui est au pouvoir à l'école des chartes. Enfin, il y a des petits jeux de mots un petit peu, bon, gentils, pas forcément méchants, mais vite effacés quand même. Voilà, donc oui, il y a toujours voilà. Bon, après, je pense que l'histoire des femmes telle qu'on la pratique, et moi en particulier, mais je suis pas la seule, il y a de plus en plus d'hommes et de femmes hein, qui s'intéressent d'ailleurs à ces questions, plus de filles, c'est vrai, mais je pense que la façon dont on l'a fait, cette histoire en Europe et en particulier en France, est beaucoup plus dépassionnée en fait que sur d'autres terrains, et en particulier le terrain anglo-saxon où c'est très très lié. Enfin, il y a beaucoup au risque d'ailleurs de l'anachronisme et ça décrédibilise à mon sens un peu les choses. Voilà, je crois qu'il faut savoir se pencher sur ces questions avec la distance nécessaire, voilà, au risque vraiment de commettre des contresens et des anachronismes, et que l'histoire des femmes telle qu'on la pratique en Europe, en Allemagne, en France, et je dirais dépassionnée et très 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 scientifique, et qu'on échappe à ça. Enfin, il me semble. Voilà. Donc bon, après il y aura toujours des gens pour trouver que c'est pas des sujets sérieux, hein. Ça l'est moins aujourd'hui, mais voilà, c'était un petit peu ça, c'était un petit peu bon, après, comme la thèse était très juridique justement, parce que comme il s'agissait d'histoire politique, je traitais beaucoup de statuts, c'était parfois très très ennuyeux, hein, ces questions de juridiction, de statut juridique, de conflits de juridiction, de sources du droit, donc ça calme hein, très vite. Hein, voilà, c'est vrai. J'aurais pu. J'étais sur un terrain, celui du gouvernement, de la politique, qui était aussi, enfin, voilà, qui permettait peut-être déjà de dépassionner peut-être l'appréciation qui aurait pu être celle de mon travail, mais voilà, enfin, je l'ai pas fait pour ça. Je l'ai fait parce que c'était des sphères qui m'intéressaient en fait. J'avais vraiment envie. Pas que le reste m'intéresse pas. J'ai travaillé sur le bijou, le luxe, voilà, mais toujours d'ailleurs dans un rapport quand même d'exercice du pouvoir. C'est ça qui m'intéressait. J'étais moins attirée par d'autres domaines, même si forcément tout m'intéresse. Mais voilà, j'avais ce tropisme-là, ce biais-là, et la preuve, c'est qu'après, j'ai fait autre chose et je m'intéresse aux politiques en général et à l'acceptation de ce politique. Et voilà, il y a d'autres sujets aussi, hein, mais c'est vrai que c'est par ce biais-là que je suis venue aux femmes. J'ai pas regretté parce que il
il y a beaucoup à dire et encore beaucoup à faire aujourd'hui encore, vous l'aurez compris. Est-ce que tu aurais peut-être une sélection de livres à conseiller aux gens qui nous écoutent, s'ils ont envie de rentrer dans ce sujet complexe qu'est la femme au Moyen-Âge? Oui, oui, bah, j'ai toute une petite bibliographie que je pourrais éventuellement te passer pour la mettre en fin d'émission quand elle sera disponible, je pense, en ligne éventuellement. Mais j'évoquais tout à l'heure alors les synthèses. Alors, il y a pas mal de monographies aujourd'hui sur. Alors c'est vrai qu'on n'est plus dans la tradition des biographies, mais on est quand même maintenant dans des études parfois effectivement régionales ou liées tout de même à des figures données, donc en particulier pour cette question du pouvoir des femmes. Sur les grandes synthèses, il y a quand même cette histoire des femmes en Occident qui reste un grand classique. Je pense qu'on peut rentrer par l'histoire des femmes à travers cette synthèse en 4 volumes qui date de la décennie 90. Alors ça peut paraître un peu, elle reste très actuelle. Et on a les meilleurs spécialistes qui donc direction Georges Duby et Michel Perrault, qui est vraiment une très belle synthèse. D'ailleurs, en regardant cette question de la bibliographie, je me disais que oui, il faudra peut-être mettre ça à jour. Ça pourrait être une belle entreprise à la lumière justement des travaux des 20 dernières années et de la façon dont ça a augmenté. Effectivement, parce qu'on fait plus. Je pense qu'on continue à compléter les connaissances, mais la bibliographie, pour le coup, elle s'est vraiment étoffée. Ça serait de reprendre effectivement cette synthèse, peut-être d'une autre manière pour la compléter. Voilà. Puis après, effectivement, il y a un tas d'études qui font référence, ou des biographies qui sont assez complètes. Moi, j'aime bien la grande spécialiste d'histoire des femmes, c'est Christiane Clapiche-Zuber, qui a beaucoup travaillé en particulier sur les femmes italiennes, les Florentines, qui est quand même un très grand nom de la médiévistique. Ou une autre historienne qui a été... Pernoud ? Oui, bah oui. Ah. Pernoud, c'est pas mal Pernoud en fait, parce que c'est très fondé sur les sources. Donc les biographies, ça reste des classiques, ça se lit très bien. Voilà. Donc si on aime, on peut commencer par là pour se faire des connaissances, je dirais, et rentrer. C'est faussement simple en fait Pernoud, parce que c'est quelqu'un qui j'ai retravaillé un petit peu la façon dont elle écrivait. C'est quelqu'un qui est archiviste paléographe, chartiste, donc qui faisait tout le travail de sourcing à travers la bibliographie et les documents d'archives, mais qui se forçait, étant d'une famille de journalistes habitués à expliciter, à être très pédagogique, pédagogue, en fait, réécrivait 10 fois son récit pour qu'il soit, qu'on le lise sans notes, qu'il n'y ait pas de notes. Il n'y a pas de notes, en fait. C'est ça qui est assez frappant. Alors qu'il y a tout un travail qui est énorme, juste énorme derrière, parce que ce qui lui importait, c'était d'arriver à transmettre auprès du plus grand nombre. Alors évidemment, il y a des partis pris qui sont pas forcément partagés, mais il y a eu aussi beaucoup de critiques, je crois, injustes vis-à-vis de Régine Pernoud, tout simplement parce que c'est pas quelqu'un du sérail universitaire direct. C'est quelqu'un qui avait on parlait de sacrement, tous les grades possibles, inimaginables du point de vue universitaire, mais c'est pas quelqu'un qui a enseigné l'histoire à l'université. Elle a monté des expositions, elle a été conservateur, elle a fait toutes sortes de métiers, mais qui avait vraiment ce goût de la transmission avec beaucoup de pédagogie, et c'est très bien écrit. Et là encore une fois, c'est une écriture faussement simple et facile, parce que c'est très travaillé en fait, voilà. Et parce que derrière, il y a un travail énorme. Donc voilà, j'aimerais lui rendre hommage, et c'est toujours réédité, c'est traduit en plus de 45 langues en fait, aujourd'hui encore, Régine Pernoud. Donc je pense qu'on peut la lire, et c'est pas mal fichu. Il y a des choses un petit peu plus datées que d'autres, mais voilà. Donc ça reste quand même un des auteurs qu'il faut avoir lu si on s'intéresse aux femmes au Moyen-Âge, quoi. Voilà. Bon, après cette déclaration à Régine, je profite un peu. Je trouve elle a été très, très critiquée là encore, avec beaucoup de misogynie aussi. Voilà, ouais. Je crois que c'est quelqu'un qui est arrivé peut-être trop tôt aussi,
Puis pas quelqu'un de facile aussi, du point de vue du caractère. Alors voilà, ça faisait beaucoup. Mais bon, mais qui était quand même une excellente historienne et chercheuse. Voilà. Est-ce que tu aurais quelque chose, peut-être un mot de la fin, quelque chose que tu aurais aimé aborder ou nous dire que vraiment tu n'as pas pu Oui, bah non, rien. Peut-être insister sur le fait que oui, l'histoire des femmes, si j'ose dire, à la française, vous attend. Je pense éventuellement aux étudiants, aux étudiantes qui voilà, en fac, notamment faculté d'histoire, qui se poseraient la question d'un sujet de recherche. Ne pas hésiter à emprunter ces chemins-là parce qu'ils sont passionnants. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a encore beaucoup d'archives qui vous attendent, et des archives qui ne sont pas forcément en latin, hein, contrairement à ce qu'on peut croire. Pour le Moyen-Âge, il y a des archives en français qui sont très lisibles et accessibles et qui peuvent vous permettre de toucher du doigt en fait ces destins-là. C'est ça qui est assez fascinant finalement, c'est contrairement aux récits de fiction, aux récits littéraires, l'archive en fait, c'est ce qui m'émeut toujours. En fait, on touche les gens et leur destin à travers une source. Et il y a une émotion qui est incroyable. Je crois qu'on s'en lasse jamais, en fait, d'aller, d'ouvrir un vrai document parchemin du XIVe ou du XVe siècle, de le déchiffrer et d'arriver à reconstituer un destin, en particulier un destin de femme à travers tout ça. C'est assez motivant et voilà, c'est une passion. Il ne faut pas commencer après. On a du mal à y renoncer. Voilà, une enquête, en particulier sur les femmes, que je vous conseille, que je vous recommande si vous en avez l'envie. Et tout le monde peut y arriver, je crois. Voilà, il ne faut pas hésiter. Merci Michel de nous avoir accordé un petit peu de ton temps ce soir pour parler de la place de la femme au Moyen-Âge. Et on te recevra de nouveau avec grand plaisir pour parler de ça ou d'autres choses. Oui, tout à fait. C'est pas le sujet qui manque, tu l'auras compris. Donc voilà, je ferai volontiers, je reviendrai volontiers si tu m'invites, il n'y a pas de souci. Merci, un grand merci en tout cas pour cet échange. Voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue et à très bientôt, j'espère. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve très très bientôt. Et puis voilà. Salut!